J'étais à l'hôpital pour m'occuper de mon mari après qu'il s'était cassé les 2 jambes. Pendant qu'il dormait, l'infirmière en chef a secrètement glissé un morceau de papier plié dans ma main. Arrêtez de venir. Vérifiez la caméra de sécurité d'hier soir. 3 heures du matin. L'hôpital Mercy, en plein cœur de Chicago, était d'un calme inquiétant. Tout le bâtiment blanc ressemblait à une bête géante, profondément endormie. Seules les faibles lueurs vertes du couloir et l'éclat vacillant et froid du panneau de sortie projetaient une lumière glaciale sur les murs. L'odeur des bandages antiseptiques et des vieux draps se mêlait à celle, persistante, de la maladie. C'était le genre d'odeur d'hôpital qui, si on la respirait trop longtemps, rendait la tête lourde et les poumons serrés. J'étais assise, voûtée, sur une chaise pliante à côté du lit d'hôpital. Mon dos était à moitié appuyé contre le mur et à moitié suspendu dans le vide. Ma colonne vertébrale me faisait mal comme si quelqu'un la tordait à la main, un élancement sourd qui me faisait trembler, mais je n'osais pas trop bouger. Le moindre grincement de la chaise ferait sourciller et gémir l'homme sur le lit. Cet homme était mon mari, Terence Vancle. Il restait parfaitement immobile, les 2 jambes enfermées dans des pets plâtres blancs et suspendues dans un cadre de traction, un enchevêtrement de cordes et de poulies. Il ressemblait à un spécimen que le destin avait exposé. Terence laissa échapper un léger gémissement, sa voix était faible et brisée. Des perles de sueur parsemaient son front, et ses sourcils étaient froncés en une seule ligne sombre. Je me suis levé instantanément, mes propres jambes étant si engourdies qu'elles semblaient ne plus m'appartenir. J'ai versé un verre d'eau tiède, j'y ai mis une paille et je l'ai approché de ses lèvres en murmurant « Terence, bois un peu d'eau. Ça aidera pour la sécheresse. Bois juste par petites gorgées. » Il luttait pour ouvrir les yeux. Ces mêmes yeux qui autrefois faisaient fondre mon cœur par leur gentillesse étaient maintenant injectés de sang, me regardant avec un mélange de culpabilité et de faiblesse. « Maya, c'est trop dur pour toi, dit-il d'une voix rauque. J'ai été si imprudent sur la route, et maintenant tu dois t'absenter du travail pour t'occuper de moi. Je me sens si inutile. J'ai réussi un faible sourire, essayant de garder ma voix stable. Ne sois pas idiot. Nous sommes mari et femme. Le plus fort aide le plus faible. Tu es cloué au lit maintenant, alors je vais m'occuper de toi. Si c'était moi, tu ferais la même chose. C'est notre vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de quoi avoir honte. J'ai utilisé un mouchoir pour essuyer quelques gouttes d'eau au coin de sa bouche, mais mon cœur a ressenti un pincement profond et vif. Il y a 3 jours, Terence avait eu un accident de voiture en rentrant à la maison. Le rapport de police de Chicago a conclu que c'était dû à une défaillance des freins. Sa voiture avait percuté un terre-plein central en béton. Il avait de la chance d'être en vie. Mais le médecin, après avoir regardé les radiographies, avait soupiré et m'avait dit « fracture grave avec compression nerveuse. Vous devez vous préparer. Il est possible qu'il reste en fauteuil roulant pendant longtemps. » Pour un homme dont la carrière commençait tout juste à se stabiliser, ces mots étaient une condamnation à mort. Et pour moi, Maya, une comptable judiciaire de 30 ans, c'était comme si quelqu'un venait de démolir la maison que j'avais passé près de 10 ans à construire, brique par brique. Nos carrières, notre maison, nos projets d'avoir des enfants, tous les rêves que nous avions esquissés ensemble ont été mis en pause indéfinie en une seule nuit. Pendant 3 jours, j'avais à peine dormi. Le jour, j'étais assis sur cette chaise près de son lit, surveillant sa perfusion et ses médicaments tout en jonglant avec les courriels et les rapports de mon cabinet sur mon ordinateur portable. La nuit, je me réveillais toutes les 2 heures pour l'aider à changer de position, lui faire une toilette aux gants et changer son bassin, en m'assurant que les plâtres restaient secs. Chaque nerf de mon corps était tendu comme une corde de violon, prêt à rompre au moindre contact. « Où est Jasmine ?» a demandé Terence après quelques gorgées, ses yeux parcourant la pièce. Il essayait d'avoir l'air décontracté, mais son regard a balayé rapidement les lieux avant de s'arrêter sur la chaise vide de l'autre côté du lit. Elle est rentrée à la maison pour te préparer un bouillon d'os. Elle a dit qu'elle l'apporterait demain pour t'aider à reprendre des forces. J'ai pratiquement dû la forcer à rentrer pour dormir un peu, ai-je répondu tout en ajustant le débit de sa perfusion. Jasmine était la jeune cousine de Terence. Elle venait d'obtenir son diplôme universitaire et avait quitté une petite ville de Géorgie pour s'installer en ville afin de trouver du travail, logeant chez nous en attendant de trouver son propre logement. Elle était douce et vive d'esprit. Ces 3 derniers jours, elle avait été une véritable bouée de sauvetage faisant les courses, s'occupant des papiers et achetant les repas. Sans son aide, je me serais probablement effondré. En y pensant, je me sentais sincèrement reconnaissante.
ne la laisse pas trop travailler. Et tu dois te reposer aussi. Tu as l'air plus pâle que le patient, soupira Terence, fermant les yeux, la voix teintée de pitié. J'allais le taquiner pour détendre l'atmosphère quand la porte a grincé. Le bruit sourd de roues roulant sur le carrelage a suivi. La femme qui est entrée était l'infirmière en chef, Hattie Gable. Elle approchait de la cinquantaine, n'était pas belle, avec un visage toujours impassible, le genre de personne qui avait vu tellement de vie et de mort que plus rien ne la surprenait. Elle parlait peu et travaillait efficacement, gardant normalement une distance professionnelle avec les familles des patients. Mais pour une raison quelconque, ces derniers jours, elle me jetait toujours un regard supplémentaire en passant. Ce n'était pas un regard d'agacement, mais plutôt comme si elle réfléchissait à quelque chose avant d'y renoncer. « Lisette, l'heure de vos médicaments, a dit l'infirmière Gable, poussant son chariot vers le lit de Terence, la voix basse pour ne pas déranger l'autre patient dans la chambre. Je me suis rapidement levé et me suis écarté. « Merci, infirmière Gable. Vous travaillez si dur. » Elle n'a pas répondu. Elle a mis ses gants et a délicatement soulevé la couverture pour vérifier ses plâtres et sa sonde urinaire. Ses mouvements étaient experts, mais ses yeux étaient aussi aiguisés qu'un scalpel, passant du visage de Terence à ses jambes avant de se fixer sur la poche de perfusion. « Madame, pourriez-vous aller au poste de soins et me prendre 2 autres poches de sérum physiologique ? Celle-ci est presque vide et je n'en ai plus sur mon chariot. » Elle s'est tournée vers moi de manière inattendue, son ton ne laissant aucune place à la discussion. J'étais un peu surprise. Les tâches de ce genre étaient généralement effectuées par les aides-soignants, mais son expression sérieuse m'a empêché de poser des questions. J'ai hoché la tête et me suis dirigé vers la porte. Juste au moment où je passais à côté d'elle, j'ai senti quelque chose de petit et de frais pressé dans ma main. Un petit morceau de papier plié a été glissé dans ma paume avec une rapidité incroyable. La sensation vive et froide m'a fait sursauter comme une piqûre d'aiguille. J'ai failli crier, mais quand j'ai levé les yeux, l'infirmière Gable me tournait le dos, faisant semblant d'ajuster l'oreiller de Terence. Avec son autre main cachée derrière son dos, elle a fait un geste rapide, portant son index à ses lèvres dans un signal clair de silence. Mon cœur s'est serré. L'instinct de quelqu'un qui passe ses journées à travailler avec des chiffres et à repérer des irrégularités m'a immédiatement dit que quelque chose n'allait pas. Je ne me suis pas retourné et je ne me suis pas arrêté. Ma main s'est serrée sur le morceau de papier alors que je sortais directement dans le couloir. Le couloir était désert, le seul son étant le faible bourdonnement du climatiseur. Je suis allé droit vers le coin qui menait à la petite kitchenette, un angle mort que les infirmières appelaient en plaisantant la zone sans caméra. La lumière y était d'un jaune tamisé, juste assez vive pour voir le visage d'une personne. J'ai pressé mon dos contre le mur, prenant une profonde inspiration pour calmer mes mains tremblantes. Le papier était froissé et humide de ma sueur. Je l'ai lentement déplié, mon esprit espérant encore qu'il s'agissait juste d'une note d'ordonnance ou de quelque instruction mineure. Mais les mots griffonnés qui sont apparus sous la faible lumière m'ont donné un frisson dans le dos, arrêtez de venir. Vérifiez la caméra de sécurité d'hier soir. Il simule son sommeil. Juste ces quelques mots, écrits à la hâte d'une écriture gribouillée avec de l'encre baveuse. Mais pour moi, c'était comme si quelqu'un venait de me verser un seau d'eau glacée sur la tête. Mon cuir chevelu me picotait et mes paumes sont devenues froides. Les mots simulent son sommeil dansaient devant mes yeux. Arrêtez de venir. Qui simulait son sommeil? Terence? Vérifiez la caméra d'hier soir. Que s'est-il passé hier soir? Imaginez-vous dans cette situation. Votre mari, l'homme que vous aimez, a eu un accident et pourrait être handicapé, et vous avez tout laissé tomber pour vous occuper de lui. Puis, au milieu de la nuit, une femme aussi réputée stoïque que Hattie Gable vous remet secrètement une note comme celle-là. Quiconque dirait qu'il ne serait pas terrifié doit être fait de pierre. Ma tête tournait. Les 3 derniers jours ont défilé devant mes yeux comme une bande accélérée. Terence se plaignait toujours de douleur, surtout chaque fois que je m'approchais de ses jambes plâtrées. Il ne me laissait pas regarder les blessures, disant « C'est affreux, Maya. Ne regarde pas. » Son téléphone, qu'il ne verrouillait jamais auparavant, était maintenant glissé étroitement sous son oreiller chaque nuit. Dès qu'un SMS arrivait, il le mettait rapidement sous silence. Et Jasmine, il semblait que chaque fois qu'elle entrait dans la chambre, il gémissait davantage, paraissant plus faible. Mais quand nous n'étions que tous les deux, je sentais parfois qu'il souffrait moins, bien qu'il essayât de le cacher en fermant les yeux et en retenant son souffle. J'avais ignoré ces détails auparavant, me disant que j'étais simplement paranoïaque.
Mais maintenant, sous la faible lumière jaune, avec ces mots sur ce morceau de papier, tous ces grains de sable épars se sont soudainement enchaînés pour former une longue chaîne serrée, m'étouffant. Je suis resté figé dans la kitchenette pendant encore quelques minutes jusqu'à ce que la douleur de mes ongles s'enfonçant dans mes paumes me ramène à la réalité. Ne panique pas. Je n'étais pas seulement une épouse. J'étais une comptable judiciaire. Pendant des années, ma formation m'avait appris une chose, quand on trouve une anomalie, on trouve la preuve. On ne tire pas de conclusion hâtive. À cette pensée, j'ai déchiré la note en minuscules morceaux, je les ai jetés dans les toilettes et j'ai tiré la chasse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis je me suis penché et j'ai aspergé mon visage d'eau froide. En regardant dans le miroir, j'ai vu une femme au visage pâle et aux yeux creusés par le manque de sommeil, mais quelque chose dans son regard avait changé. La douceur habituelle était remplacée par une lueur très fine et froide. « Reprends-toi, Maya » me suis-je chuchoté. Pleurer, crier, se battre, rien de tout cela ne résoudra quoi que ce soit pour le moment. Tu as besoin de la vérité. J'ai fermé le robinet, j'ai pris 2 poches de sérum physiologique sur l'étagère comme on me l'avait demandé, et je suis retourné dans la chambre. En entrant, j'ai forcé mon expression à rester calme. Infirmière Gable, j'ai le sérum. L'infirmière Gable a levé les yeux vers moi. Dans ses yeux, j'ai vu clairement 2 choses, de la pitié et de la détermination. Elle a pris les poches, en a suspendu une nouvelle et a vérifié la ligne de perfusion une dernière fois. Puis elle a dit, comme si elle se parlait à elle-même, « Il devrait être stable ce soir. Vous devriez essayer de vous reposer un peu. Nous vous appellerons s'il se passe quoi que ce soit. » J'ai hoché la tête pour la remercier, mais je ne me suis pas assise tout de suite. Je suis resté là pendant un long moment, à observer Terence. Il était à nouveau immobile, les yeux fermés, respirant régulièrement. Pour un étranger, il n'était qu'un pauvre mari souffrant de jambes cassées avec sa femme dévouée et épuisée à ses côtés. Mais dans mon esprit, après cette note, le visage de Terence était devenu étrangement inconnu, comme un masque magistralement peint. Ce soir, je te laisse dormir. Demain nous verrons ce qui est réel, ai-je pensé silencieusement, sans savoir si je m'adressais à lui ou à moi-même. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 jours, je ne suis pas resté éveillé à son chevet, à compter chacun de ses gémissements. Je me suis allongé sur la chaise pliante, j'ai remonté la couverture et j'ai fixé le plafond, les yeux grands ouverts. Une seule pensée se répétait dans ma tête, demain, je dois voir ces images de l'hôpital, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers la fenêtre, je me suis levé pour tirer les stores et ajuster la couverture de Terence. Mon corps se sentait faible, comme si je venais de me remettre d'une longue fièvre, mais mon esprit était étrangement alerte. Dès que j'ai ouvert les yeux, les mots de l'infirmière Gable sur la note sont réapparus clairs comme le jour. Terence était toujours allongé calmement, les yeux fermés et les lèvres sèches, grimaçant occasionnellement comme s'il souffrait. Jasmine a apporté un récipient de soupe et l'a posé sur la petite table. En me voyant réveillé, elle a pépié, « Maya, tu es debout. Je viens de préparer un bouillon d'os pour Terence pour l'aider à reprendre des forces. Tu n'as pas dû bien dormir la nuit dernière. Regarde ses cernes. » J'ai jeté un coup d'œil rapide à Terence. Ses yeux étaient toujours fermés, mais ses épaules tremblaient légèrement, comme s'il essayait de retenir un gémissement. Pour un étranger, cela ressemblait à une famille unie pour surmonter une tragédie. Si cela avait été hier, j'aurais souri et remercié Jasmine, le cœur réchauffé par ma cousine par alliance attentionnée. Mais ce matin, tout ce que je voyais était déformé, comme si je regardais dans un miroir brisé où chaque reflet éclatait en morceaux tranchants et irréguliers. J'ai lissé mes cheveux en arrière, gardant ma voix égale. Merci, Jasmine. Je dois passer au bureau un petit moment. Ils ont besoin que je signe des documents urgents. Peux-tu rester ici et garder un œil sur Terence pour moi? Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit. En entendant cela, Terence ouvrit lentement les yeux et me regarda avec inquiétude. Maya, tu seras longue? Je me sens anxieux d'être ici seul. Tu t'es occupé de tous ces derniers jours, me laissant avec une gamine. De quoi parles-tu? Jasmine nous a été d'une aide immense. Nous ne l'avons même pas encore remerciée correctement. Je me suis tourné et j'ai souri à Jasmine, puis j'ai tapoté la main de Terence pour le rassurer. Je n'en ai que pour quelques heures. Détends-toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle une infirmière. Après avoir parlé, je me suis penché pour ajuster les cordes de traction et les bandages sur son dos.
Mes mouvements étaient aussi prudents que d'habitude, mais à l'intérieur, il y avait un vide froid et immense. Avant, chaque fois que je touchais Terence, je pensais, c'est mon mari, l'homme que j'ai choisi pour passer ma vie. Mais maintenant, une question différente tournait sans cesse dans ma tête, est-il vraiment en train de jouer la comédie? J'ai rapidement rassemblé mon manteau, mon sac à main et mon ordinateur portable. Jasmine a pris le sac de mes mains, sans oublier d'ajouter, conduis prudemment, Maya. Reviens pour le déjeuner. On pourra commander quelque chose. Ne mange pas trop dehors, toute cette nourriture grasse est mauvaise pour toi. J'ai hoché la tête et j'ai regardé Terence une dernière fois. Il m'a saisi la main, les yeux injectés de sang, l'image parfaite d'un homme terrifié à l'idée d'être abandonné. Maya, je suis tellement désolé. Et si? Et si je finissais handicapé? Si ça devient trop dur pour toi, s'il te plaît ne me quitte pas. Ne divorce pas, d'accord? Tu es la seule raison pour laquelle je suis encore en vie. Si cela avait été hier, j'aurais probablement pleuré. Je me serais précipité pour l'assurer, je ne te quitterai jamais. Mais maintenant, tout ce que je ressentais était une boule dans la gorge. J'ai doucement retiré ma main et j'ai forcé un sourire. À quoi penses-tu? Je sors juste un moment. Je reviendrai. Reste allongé et ne bouge pas trop sinon ça fera plus mal. Jasmine est là et les infirmières sont là. Personne ne t'abandonne. Je me suis détourné et je suis sorti de la chambre. La porte s'est refermée derrière moi avec un déclic, un son léger, mais à mes oreilles, c'était le bruit d'une vie qui se brisait en deux. Au lieu de me diriger vers la sortie principale, je suis descendu au parking. C'était un vaste espace sombre qui sentait l'essence et le béton humide. J'ai trouvé un endroit isolé, je me suis garé près du mur, j'ai remonté les vitres et j'ai verrouillé les portes. Ce n'est que dans cet espace clos que je me suis autorisé à expirer un long et lent soupir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché le contact de Marcus Quincy, un garçon qui avait quelques années de moins que moi à l'université et qui travaillait maintenant dans la cybersécurité pour une grande entreprise de logiciels. Je lui ai envoyé un SMS, Marcus, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de personnel. C'est urgent et cela doit rester totalement confidentiel. Je te paierai bien. L'accusé de réception est apparu presque instantanément typique d'un gars qui vivait collé à son écran. Qu'est-ce qu'il y a, Maya? Dis-moi juste ce dont tu as besoin. On boira un coup à ta santé la prochaine fois. Je me suis mordu la lèvre et j'ai tapé, j'ai besoin de voir les images de la sécurité interne de l'aile orthopédique de l'hôpital Merci, chambre 307, d'environ 1h à 3h du matin la nuit dernière. Y a-t-il un moyen pour toi d'y accéder? Dès que j'ai envoyé le message, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je savais que ce que je faisais n'était pas tout à fait réglementaire, mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, je risquais de passer le reste de ma vie dans un état d'incertitude terrifiant. Un instant plus tard, Marcus m'a appelé directement. Maya, c'est du lourd. C'est un hôpital public, et leur système n'est pas une plaisanterie, mais ce n'est pas impossible. Donne-moi le nom exact de l'hôpital, l'emplacement et une photo de la porte de la chambre. Je vais voir si je peux remonter l'IP interne. Mais Maya, je dois te demander, es-tu sûr de vouloir voir ça? Certaines choses, une fois qu'on les a vues, on ne peut plus les oublier. J'ai marqué une pause. La voix de Marcus me donnait l'impression d'être une cliente engageant un détective privé, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'ai dit doucement, je préfère être blessé une fois que de vivre avec ce doute pour le reste de ma vie. Je t'envoie la photo maintenant. S'il te plaît, essaie de me l'obtenir ce matin. Cet après-midi, ce sera trop tard. D'accord. Reste près de l'hôpital dans un endroit avec un signal Wi-Fi correct. Je te tiendrai au courant. Si j'obtiens un lien, je te l'enverrai pour que tu puisses le visionner en direct. Ne télécharge rien, cela pourrait être tracé. J'ai raccroché, la main tremblant légèrement en ouvrant ma galerie de photos pour trouver le cliché de la plaque de la chambre 307 de l'aile orthopédique que j'avais pris en cachette en descendant au garage. Après l'avoir envoyé, j'ai allumé mon ordinateur portable, je l'ai connecté au point d'accès de mon téléphone, et je me suis recroquevillé sur le siège conducteur, écoutant le ronronnement de la climatisation de la voiture. Le temps s'étirait. Chaque minute semblait durer 1 heure. Pendant que j'attendais, mon esprit se mettait automatiquement à rejouer de vieux souvenirs. Je me souvenais de nos débuts. Terence était si travailleur.
Il parcourait tout le trajet à moto d'Oak Park à Bronzeville juste pour m'apporter un récipient de soupe maison parce qu'il avait appris que j'étais coincé tard au travail pour mon premier emploi. À l'époque, je croyais qu'il restait encore plein d'hommes sincères dans ce monde. Après notre mariage, il a monté une petite entreprise de fourniture de construction. Il se vantait auprès de ses amis, ma femme est comptable judiciaire. Elle est coriace. Si je fais quoi que ce soit de travers, elle le flairera immédiatement. Il riait, m'ébouriffait les cheveux et disait, ne t'inquiète pas. Toi, tu gères les finances. Moi, je suis juste là pour essayer de nous faire un nom. Ces mots semblaient si chaleureux à l'époque. Ces dernières années, ses affaires étaient devenues moins stables, et l'argent rentrait moins. J'avais remarqué qu'il était plus irritable, rentrant souvent tard, sentant la bière et une étrange odeur de cigarette. Mais chaque fois que je lui demandais, il répondait, un homme doit faire du réseautage. C'est difficile de décrocher des projets ces jours-ci. Ne me rends pas la tâche plus ardue. J'étais si occupé, parfois trop épuisé pour respirer, que je laissais couler en partie parce que j'avais confiance en lui et en partie parce que je pensais qu'un mariage ne pouvait survivre si une femme était toujours méfiante. Ce n'est qu'aujourd'hui, assise dans ce parking d'hôpital, agrippée à mon ordinateur comme à une bouée de sauvetage, que j'ai réalisé que pendant tout ce temps, j'avais été occupé à auditer des plans et des devis, mais que j'avais oublié d'auditer l'homme qui dormait juste à côté de moi. Une heure passa, puis une autre. Mes yeux commençaient à me piquer et mon cou s'engourdissait à force de rester dans la même position. Juste au moment où je pensais que Marcus avait abandonné, mon téléphone a vibré à plusieurs reprises. Un message est apparu, Maya, je t'envoie un lien. Il ne sera actif que pendant 30 minutes, puis il expirera. Quand tu regarderas, coupe tout son extérieur et utilise des écouteurs. Quoi que tu vois, reste calme. Ne fais rien d'irréfléchi. Je suis sérieux. J'ai pris une grande inspiration, branché mes écouteurs sur l'ordinateur, ouvert un navigateur et cliqué sur le lien. L'écran affichait une fenêtre noire qui, quelques secondes plus tard, s'est transformée en image. C'était une vue plongeante provenant d'une caméra fixée au plafond, en noir et blanc, mais assez nette. L'angle couvrait la majeure partie de la chambre, le lit de Terence, la chaise pliante où je m'asseyais toujours, la porte, la petite table. L'horodatage dans le coin indiquait, chambre 307, 1h58 du matin. J'ai fait glisser la barre de temps vers 2h du matin, l'heure à laquelle je me souvenais avoir finalement cédé aux supplications de Terence de rentrer à la maison, de prendre une douche et de revenir tôt le matin. L'image était claire. Une femme avec les cheveux en queue de cheval haute, portant une veste légère s'activait, rangeant des affaires, puis se penchant pour dire quelque chose à Terence avant d'ouvrir la porte et de partir. La porte s'est refermée et la chambre dans la vidéo est retombée dans le silence. Terence restait immobile comme un poisson mort. J'ai serré les poings, mes doigts tremblant légèrement sur le pavé tactile. Un infime espoir subsistait. Peut-être que l'infirmière Gable avait mal compris. Peut-être qu'il avait juste bougé un peu, pas assez pour qu'on dise qu'il simulait le sommeil. Mais moins d'une minute plus tard, la chose que je redoutais le plus est apparue, flagrante et indéniable. Les yeux de Terence se sont brusquement ouverts. Ils étaient vifs, alertes, sans aucun de ces regards embrumés et douloureux qu'il affichait toujours en ma présence. Il a levé la tête, a balayé la pièce du regard, puis s'est redressé sur ses coudes. Le mouvement était vif et assuré, rien à voir avec celui d'un homme souffrant de fractures graves censé être immobilisé. Je pouvais voir clairement ses jambes, toujours dans le plâtre, se lever et descendre, pivoter de gauche à droite. Il s'est même étiré pour attraper le téléphone qu'il cachait toujours sous son oreiller, tapotant dessus avec un air si décontracté que c'était difficile à croire. Un léger bruit sourd a résonné dans la voiture. C'était le son du stylo tombant de ma main sur le plancher. Je me suis mordu les lèvres si fort que j'ai senti le goût du sang, mais je n'ai pas quitté l'écran des yeux. Quelques minutes plus tard, la porte dans la vidéo s'est ouverte, et Jasmine est entrée portant un grand sac, probablement de la nourriture. La caméra ne capturait pas les odeurs, mais je pouvais presque imaginer les fleuves de poulet frit et de bière tiède flottant à travers l'écran. Dès qu'elle est entrée, Jasmine a souri. Je t'ai apporté les bonnes choses. Est-ce que Maya est partie? Terence, qui ne gémissait plus, a ricané, sa voix étant claire. Ouais, elle vient de partir. Dieu, je mourrais de faim. Ça fait 3 jours de soupe et de demi-bol de n'importe quel truc insipide que Maya apportait. Donne-moi ça. Il a saisi le sac,
et à l'intérieur se trouvait une boîte de poulet frit et quelques canettes de bière. Ses mains bougeaient avec agilité, déchirant un morceau de poulet et y mordant avec délectation, un contraste saisissant avec l'homme qui prétendait pouvoir à peine avaler quand j'étais là. Jasmine s'est assise sur le bord du lit, se penchant pour lui tapoter la jambe à travers le plâtre en ricanant. « Mange doucement, tu vas t'étouffer. J'étais tellement inquiète pour toi, mais tu dois continuer à jouer le rôle du patient souffrant. Si Maya a des soupçons, tout est fichu. » Terence, tout en mâchant, lui a tapoté le dos puis lui a donné une petite tape sur les fesses, semblant oublier la caméra. « Tu es une excellente actrice, Jasmine. Sans ton aide, elle n'aurait jamais mordu à l'hameçon. On dirait qu'elle commence à céder. Encore quelques jours et elle acceptera de vendre la maison de Bronzeville. Une fois vendue, on paie les dettes et il nous restera encore plus d'1 million. De quoi repartir à zéro ailleurs. » Les mots « maison de Bronzeville » ont explosé dans ma tête. C'était la maison de 3 étages que mes parents m'avaient laissée. L'acte de propriété était à mon nom. Quand nous nous étions mariés, j'avais accepté que Terence y vive, mais je l'avais toujours considéré comme mon héritage, mon ultime filet de sécurité si la vie devenait difficile. Mais dans le plan de mon mari, ce n'était qu'un canot de sauvetage pour lui, un appât pour tenir ses démons à distance. Jasmine ne pouvait cacher son excitation. « Es-tu sûr que Maya vendra ? Elle semble douce, mais elle peut être têtue. C'est pour ça qu'elle est facile à duper, » a raillé Terence, dévissant le bouchon d'une bière et prenant une longue gorgée. J'ai demandé à mon ami médecin de lui parler, de lui faire peur avec tous les pires scénarios. Ensuite, je ferai celui qui n'a plus d'espoir, je lui dirai que j'ai peur d'être un fardeau. Maya choisira toujours de se sacrifier. Elle a un grand cœur pour tout le monde sauf pour elle-même. Tu verras. Une fois la maison vendue, je t'en donnerai la moitié. On pourra aller à Miami ou San Diego, ouvrir un bar ou quelque chose comme ça. On pourra bien vivre. Pas besoin de rester ici à regarder sa tête toute la journée. J'ai vu Jasmine poser sa tête sur son épaule, sa voix baissant d'un ton. Et pour les usuriers ? J'ai entendu dire que tu leur devais beaucoup. Ouais, bon, une dette est une dette. Une fois qu'on aura l'argent, on pourra rembourser, a-t-il dit en haussant les épaules. Je leur dois environ 200 000. Les intérêts s'accumulent, mais cette maison réglera tout. Ne t'inquiète pas. L'important est que Maya signe les papiers. Jasmine est restée silencieuse quelques secondes, puis a demandé avec hésitation, « Alors, quand vas-tu divorcer ?» J'ai vu Terence froncer les sourcils, légèrement agacé par la question, mais il a vite forcé un sourire rassurant. « Une fois que tout sera réglé. Si je divorce maintenant, elle va avoir des soupçons et ça gâchera tout. Ne t'inquiète pas, c'est fini entre nous. Je veux dire, quelle femme supporterait un mari handicapé et criblé de dettes ? Elle finira par me quitter. Alors c'est moi qui serai l'abandonné, la victime. J'aurai l'argent et je t'aurai toi. Malin, non. Je ne pouvais plus écouter. J'avais toujours mes écouteurs, mais mes lèvres étaient salées à force de les mordre. J'ai arraché les écouteurs, et le son de ma propre respiration a rempli la voiture silencieuse comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Dehors, dans le parking, quelques personnes en blouse blanche passaient silencieusement, leurs chaussures à semelles souples ne faisant presque aucun bruit. Personne ne savait qu'à l'intérieur d'une petite voiture, juste sous l'hôpital, une femme venait d'être témoin de la trahison totale de son mari. Je n'ai pas pleuré. Mes yeux étaient étrangement secs, comme si mes larmes avaient trop peur de cette vérité pour se montrer. Le premier sentiment que j'ai ressenti n'était pas de la peine, mais de l'humiliation. Humilié d'être ainsi sous-estimé. Humilié d'être fier d'être perspicace, d'être capable de justifier chaque dollar dans un projet de plusieurs millions, pour finalement laisser l'homme avec qui je partageais mon lit faire de moi une cible si facile. J'ai pensé à la maison de Bronzeville, aux après-midi où mon père s'asseyait sur les marches de devant avec son vieux t-shirt, sirotant un thé glacé, me regardant rentrer de l'école, ses yeux toujours souriants. J'ai pensé à ma mère, comment à chaque fête de l'Action de grâce elle préparait un énorme rôti de bœuf, me disant de toujours chérir la maison. Si jamais il nous arrive quelque chose, disait-elle, cette maison est ton ancre. Ce sont tes racines. Ces racines, aux yeux de Terence, n'étaient que des garanties pour des usuriers. J'ai soudain éclaté de rire, un rire sec et creux qui a résonné dans la voiture comme la voix d'une étrangère. Quiconque serait passé par là aurait pensé que je faisais une dépression, mais ce rire était comme un interrupteur. En un instant,
mon esprit est passé de la panique à une clarté glaciale. J'ai ouvert mon téléphone et envoyé un SMS à Marcus, sauvegarde cet extrait pour moi. À partir du moment où j'ai quitté la chambre jusqu'à ce que Jasmine arrive et qu'ils discutent. Prends autant de leur conversation que possible. Je vais en sauvegarder une copie moi-même. Merci. Je te revaudrai ça. Marcus a répondu immédiatement, je l'ai déjà téléchargé, découpé, et je te l'envoie via un canal sécurisé. Garde-le précieusement. Ne laisse personne y toucher. Veux-tu que j'appelle quelqu'un? J'ai fixé les mots, les lèvres serrées. Non, ça va. C'est mon problème. Je m'en occupe. S'il te plaît, n'en parle à personne. Fais comme si ça n'était jamais arrivé. Après avoir envoyé le message, je me suis redressé et me suis regardé dans le rétroviseur. Il reflétait une femme aux cheveux ébouriffés et aux yeux cernés, mais son regard ne tremblait plus. À ce moment-là, j'ai compris avec une parfaite clarté, à partir de cette seconde, la Maya douce et patiente du passé était morte. Ce qui restait, c'était Maya la comptable, la femme des chiffres, des bilans, des audits froids et implacables. La seule différence était que cette fois, le projet que je devais auditer n'était pas un bâtiment, mais un mariage. Je suis resté assise dans la voiture longtemps après avoir éteint la vidéo, non pas parce que j'avais encore peur, mais parce que j'organisais méthodiquement tout dans ma tête. Les images que je venais de voir ne me terrifiaient plus, elles n'étaient que des données, des preuves claires et irréfutables. Et quand les choses devenaient des données, je savais comment les gérer. J'ai essuyé mon visage, ajusté mon manteau et démarré la voiture. Au lieu de retourner dans la chambre d'hôpital comme je l'avais promis à Terence, j'ai dirigé la voiture vers la sortie de l'hôpital et j'ai roulé directement vers la maison. Les rues familières semblaient soudain étrangères. Les avenues bordées d'arbres, le café où Terence et moi avions l'habitude de nous asseoir, la boulangerie où j'allais souvent acheter ses pâtisseries préférées, tout cela reculait dans le rétroviseur comme les scènes d'un vieux film. Je passais en avance rapide pour sauter les passages douloureux. Quand je suis arrivé à la maison, celle-ci était silencieuse, dépourvue de chaleur humaine. Les chaussures de Jasmine étaient encore éparpillées près de la porte. La veste de Terence pendait au porte-manteau, et l'odeur de son eau de Cologne flottait encore dans l'air. Je me suis tenu au milieu du salon un moment avant de verrouiller lentement la porte. Le léger déclic du peine dormant a résonné dans mon cœur comme une frontière que l'on scelle. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir le coffre-fort dans notre chambre. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de la maison de Bronzeville, mes bons d'épargne personnels et quelques documents importants que mes parents m'avaient laissés. J'ai tout pris et je l'ai mis dans un grand sac fourre-tout. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire personnel. Le mot de passe était celui que Terence connaissait autrefois. J'ai tout changé, les mots de passe de mes comptes bancaires, de mes emails, de mes portefeuilles d'investissement. Un par un, lentement, méthodiquement, avec une froideur qui me surprenait moi-même. Pendant que je faisais cela, mon téléphone a sonné. Le nom de Terence s'est affiché sur l'écran. Je l'ai fixé quelques secondes avant de répondre, forçant ma voix à paraître douce. Je viens de rentrer à la maison pour te prendre quelques affaires de plus. Je serai bientôt de retour. Maya, tu es partie depuis si longtemps. Je m'inquiétais, a dit la voix de Terence, faible et pathétique, comme toujours. Jasmine a dit que tu n'étais pas encore revenue. J'ai eu un petit rire. La maison était en désordre, alors je range un peu. Toi, reste tranquille et ne bouge pas, supporte la douleur encore un peu. Je reviens vite. D'accord, essaie de revenir tôt. Je me sens si vide ici sans toi, a-t-il soupiré. Après avoir raccroché, je me suis autorisé un petit sourire amer. Sans cette vidéo, je serais probablement en train de me dépêcher de revenir en ce moment même, m'inquiétant de sa douleur, craignant que Jasmine ne soit maladroite. Mais maintenant, chaque mot qu'il prononçait sonnait comme une réplique d'un script. J'ai pris un autre téléphone et j'ai appelé Marcus. Marcus, j'ai besoin que tu fasses encore une chose pour moi. Découvre tout ce que tu peux sur les dettes de Terence, ses jeux d'argent, ses prêts au cours de l'année écoulée, n'importe quelle société ou individu, n'importe quel compte à son nom. Vois ce que tu peux trouver. Marcus est resté silencieux 2 secondes, puis a dit, d'accord, mais cela va demander de fouiller dans plusieurs sources. Je soupçonne qu'il soit impliqué dans de sérieuses affaires d'usurier. Quelques IP étranges demandaient des renseignements sur quelqu'un portant son nom il y a quelque temps. Je vais travailler là-dessus rapidement pour toi. J'ai raccroché et me suis effondré sur une chaise,
le dos contre le mur. L'épuisement m'a finalement frappé. Mais au lieu de me sentir faible, je sentais une petite flamme brûlante à l'intérieur de moi. Ce n'était pas un feu dévastateur, mais une chaleur lente et constante qui durerait très longtemps. Cet après-midi-là, je suis retourné à l'hôpital. En entrant dans la chambre, j'ai vu Terence les yeux fermés, le visage crispé comme s'il venait d'avoir une poussée de douleur. Jasmine, debout à côté de lui, m'a salué. « Tu es de retour. Je viens de donner ces analgésiques à Terence, il se sent un peu mieux maintenant. » « D'accord, laisse-moi voir comment il va, ai-je dit, m'approchant et posant ma main sur son front. Il était chaud, mais pas de fièvre. Terence a ouvert les yeux et m'a serré la main avec force. « Tu es de retour, Maya. J'ai tellement mal. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter ça. » J'ai regardé ce visage, et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune sympathie. J'ai trouvé cela presque comique. Essaie de tenir bon. Cet après-midi, je dois rencontrer un avocat pour ton assurance accident. Ils ont besoin de documents supplémentaires, ai-je dit aussi nonchalamment que possible. Terence a eu un léger tressaillement mais l'a vite caché. Un avocat? Pourquoi cela doit-il être si compliqué? C'est une grande compagnie d'assurance. Il y a beaucoup de bureaucratie, ai-je répondu sèchement. Jasmine, qui se tenait à proximité, a sursauté en entendant le mot assurance. Je l'ai remarqué clairement, même si elle a essayé de le cacher par un sourire. Juste à ce moment-là, André Vancle, le frère cadet de Terence, est entré. André avait 3 ans de moins que Terence, livreur de métier, un homme calme et honnête. En voyant son frère cloué au lit, André était visiblement bouleversé, portant un grand sac de fruits. « Maya, comment va Terence ? Maman m'a dit qu'il souffrait beaucoup. Il est un peu plus stable maintenant. Le médecin a dit que nous devions encore le surveiller, ai-je répondu. André a regardé Terence, ses yeux devenant rouges. Tiens le coup, frérot. On s'inquiète tous pour toi. Terence a hoché la tête, la voix étranglée par l'émotion. Je sais. En les regardant, j'ai soudain eu de la peine pour André. Il n'avait aucune idée qu'il compatissait avec un homme en pleine performance, une pièce de théâtre mise en scène par cupidité. Pendant un instant, mon cœur s'est adouci, mais je me suis souvenu des yeux alertes de Terence dans la vidéo, de ses mains claquant les fesses de Jasmine, de ses mots, une fois la maison vendue, tout sera fini. Et d'un coup, toute douceur en moi s'est rétractée comme un escargot dans sa coquille. Le soir, l'infirmière Gable est passée pour vérifier la chambre. Quand elle m'a vu, son regard s'est attardé un peu plus longtemps que d'habitude. Je savais qu'elle se demandait si je l'avais vu. J'ai attendu que Terence s'assoupisse sous l'effet des médicaments et je suis sorti discrètement dans le couloir. L'infirmière Gable écrivait sur un dossier. Je me suis tenu à côté d'elle et j'ai baissé la voix. J'ai vu. Le stylo dans sa main s'est arrêté un instant. Elle a levé les yeux, rencontrant mon regard directement, sa voix étant basse. Alors, qu'allez-vous faire? J'ai jeté un coup d'œil vers la chambre où Terence était allongé, puis je l'ai regardé à nouveau. Je ne peux pas le dire pour le moment, mais j'ai besoin que vous m'aidiez à garder cela secret, du moins pour l'instant. L'infirmière Gable a hoché la tête sans poser plus de questions. Je savais qu'elle était le genre de personne qui ne disait que le nécessaire. Son silence à ce moment-là m'était plus précieux que 1000 mots de conseil. Cette nuit-là, pendant que Jasmine était sortie acheter à dîner, je me suis assise près du lit en faisant semblant d'être épuisé et j'ai posé ma tête sur le matelas. Terence pensait que je dormais et a laissé échapper un léger soupir, mais j'étais bien réveillé, écoutant chacun de ses souffles, j'attendais, tout simplement. J'ai ouvert mon téléphone et envoyé un SMS à Marcus, du nouveau. La réponse est arrivée rapidement, j'ai un rapport préliminaire. Il a des emprunts auprès d'au moins 4 prêteurs officieux différents. Le capital est proche de 200 000 $ avec des taux d'intérêt exorbitants. Certains sont au nom de son entreprise, d'autres personnels. Il a aussi des antécédents de jeux d'argent en ligne qui sont ensuite passés hors ligne. Ces transactions bancaires montrent des traces d'argent provenant de plusieurs réseaux d'usuriers. J'ai des captures d'écran de tout. J'ai lu le texte avec un étrange sentiment de calme. Tout s'emboîtait avec une précision terrifiante. L'accident, la fausse blessure, la maison, l'assurance, les SMS secrets avec Jasmine, tout se rejoignait pour former une image complète. J'ai répondu à Marcus par une seule phrase, merci. Garde tout ça. J'en aurai besoin.
Plus tard dans la nuit, Terence a appelé sa mère. J'ai surpris sa voix à l'autre bout du fil, pleurant et se plaignant, m'accusant de ne pas bien m'occuper de son fils, puis amenant habilement le sujet de la vente de la maison pour lui sauver la vie. Terence gémissait, sa voix semblant sur le point de s'éteindre. J'en ai parlé à Maya, maman. Je pense qu'elle y réfléchit. Ne la pousse pas trop. Elle est stressée par le travail. Elle a probablement besoin de temps. J'étais assise non loin de là, entendant chaque mot, mon cœur si engourdi que cela me surprenait. Toute une famille, de haut en bas, complotait pour me pousser à offrir de mon plein gré la maison que mes parents m'avaient laissée. Si je n'avais pas vu cette vidéo, je me serais probablement effondré en larmes, consumé par la culpabilité. Le lendemain matin, ma belle-mère, Madame Gladys, est venue à l'hôpital. Elle était maigre et hâve. Dès qu'elle est entrée, elle a éclaté en sanglots. « Oh, mon fils, pourquoi ta vie est-elle si dure? S'il t'arrive quelque chose, comment vais-je continuer ?» Terence lui a pris la main, la voix faible. Je me tenais à l'écart respectueusement. « Bonjour, Madame Gladys. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux mêlant supplication et reproche. « Maya, je sais que c'est dur pour toi, mais en ce moment la seule solution est de vendre la maison pour s'occuper de Terence. Ne sois pas si têtu. S'il meurt, à quoi bon garder une propriété? » Je l'ai regardé longuement. Cette femme était par le titre ma belle-mère, la personne qui m'avait pris la main le jour de mon mariage et m'avait dit de la considérer comme ma propre mère. Mais maintenant, dans ses yeux, je ne voyais que la peur de perdre son fils et un regard vague et calculateur concernant l'argent. J'ai pris une grande inspiration. Je comprends, Madame Gladys. J'y réfléchis, mais vendre une maison est une décision importante. Je dois examiner tous les papiers et vérifier la police d'assurance de Terence pour éviter toute complication ultérieure. S'il vous plaît, donnez-moi juste un peu plus de temps. Madame Gladys voulait en dire plus, mais André lui a doucement tiré le bras. Maman, laisse du temps à Maya. Elle a traversé beaucoup d'épreuves ces derniers jours. Madame Gladys pinça les lèvres mais ne dit rien de plus. Mais je savais qu'à partir de ce jour, la pression ne ferait qu'augmenter. Il me pousserait à vendre la maison rapidement. Terence et Jasmine joueraient leur rôle de manière encore plus dramatique, et ma belle-mère serait l'atout que Terence utiliserait pour jouer sur ma compassion. Cet après-midi-là, alors que tous les autres étaient sortis manger et que nous n'étions que Terence et moi dans la chambre, il me prit la main, la voix très douce. « Maya, as-tu bien réfléchi? J'ai peur que si nous attendons trop longtemps, ce soit trop tard. » Je le regardai profondément dans les yeux, ne fuyant pas son regard pour la première fois. « Ne t'inquiète pas. Si je vends, je vendrai, mais tout doit être clair et transparent. Je ne veux pas perdre l'argent pour ensuite être accusé d'avoir abandonné mon mari plus tard. » Une lueur de soulagement traversa les yeux de Terence. Il pensait que je cédais enfin, mais je me disais intérieurement, « Oh, je vais la vendre, mais pas de la manière dont tu le penses. » Après cette conversation, l'attitude de Terence envers moi changea radicalement. Il devint plus doux, me tint la main plus souvent, et ses yeux étaient toujours remplis de gratitude. Il versait même une larme ou deux en parlant de sa peur de devenir un fardeau pour moi. Si cela avait été auparavant, j'aurais pu croire que c'était réel. Mais maintenant, pour chaque larme qu'il versait, l'image de lui grignotant du poulet frit, buvant de la bière et tapotant le derrière de Jasmine me revenait à l'esprit. Je le regardais jouer la comédie, le cœur froid comme de la glace. Ma belle-mère commença à venir à l'hôpital presque tous les jours. Elle cessa ses accusations dures et adopta une approche plus douce. Elle me tenait la main et murmurait, « Maya, je sais que tu aimes beaucoup Terence, mais notre situation familiale n'est plus ce qu'elle était. S'il te plaît, fais juste un petit sacrifice. Une fois qu'il sera guéri et que ses affaires auront repris, tu pourras acheter une autre maison. » Je me contentais de hocher la tête sans m'engager pour qu'elle s'arrête. André, en revanche, était différent. Chaque fois qu'il venait voir son frère, il se tenait tranquillement dans un coin, observant Terence pendant un long moment, comme s'il voulait dire quelque chose mais se retenait. Une fois, alors que je le raccompagnais, il me prit à part et me chuchota, « Maya, Terence se comporte bizarrement ces derniers temps. Parfois, j'entre à l'improviste et il est parfaitement immobile, mais d'autres fois, je l'entends au téléphone et sa voix est tout à fait normale. Maya, fais attention. » Je regardais André, le cœur remué. De l'extérieur, on aurait dit que j'étais acculé sans personne à mes côtés,
mais il s'avérait que quelqu'un d'autre avait remarqué les incohérences. Merci, André, fut tout ce que je pus dire. Ce soir-là, Jasmine revint très tard. En entrant dans la chambre, elle portait un parfum étrange. Terence lui lança un regard rapide et acéré. J'ai tout remarqué. Jasmine posa un bol de soupe sur la table et dit doucement, Maya, j'ai un entretien d'embauche tôt demain matin. Je ne pourrai probablement pas venir aider Terence autant ces prochains jours. J'espère que tu comprends. J'ai hoché la tête. Bien sûr, tu es jeune. Tu dois penser à ton avenir. Je suis là et les infirmières sont là. Jasmine gardait la tête baissée, évitant mes yeux. Elle tressaillit quand la main de Terence serra discrètement la sienne pendant une fraction de seconde avant de lâcher prise. Mon regard devint froid. Je savais qu'elle avait peur que je remarque, peur que tout soit découvert. Et quand les gens ont peur, ils font des erreurs. Cette nuit-là, quand la chambre fut calme, je vérifiai secrètement les messages de Marcus. Il avait compilé un dossier complet sur toutes les dettes de Terence, y compris les virements qu'il avait effectués vers des comptes liés au jeu d'argent. Il y avait même un enregistrement que Marcus avait acheté à quelqu'un d'un groupe de prêteurs usuriers. La voix de Terence était frénétique, promettant d'obtenir l'argent par tous les moyens nécessaires sous 2 semaines. En l'écoutant, je fermai les yeux. C'était donc ça. Le délai pour lequel il me poussait à vendre la maison était en réalité pour sauver la peau de Terence de ses créanciers. Je savais que je ne pouvais pas montrer mon jeu. Dès que Terence saurait que je connaissais toute l'histoire, il pourrait faire quelque chose de désespéré. Je devais continuer à jouer le rôle de l'épouse dévouée prête à tout sacrifier pour son mari. Le lendemain matin, j'ai dit proactivement à ma belle-mère, j'ai beaucoup réfléchi. Si vendre la maison peut sauver Terence, je la vendrai, mais j'ai besoin de travailler avec la banque et un agent immobilier pour m'assurer que tout soit fait correctement afin d'obtenir un bon prix. Je ne veux pas la vendre à perte. Le visage de Madame Glatty s'illumina. C'est merveilleux, ma chère. Merci. Si Terence savait, il serait si heureux. Elle se tourna vers le lit, tenant la main de Terence et sanglotant. Mon fils, ta femme a accepté de vendre la maison. Tu dois vivre. Je ne te laisserai pas mourir. En entendant cela, Terence sembla retrouver un regain d'énergie, les yeux larmoyants. Maya, tu es ma sauveuse. Même si je meurs, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Je souris et baissai la tête. Ne dis pas ça. Je fais ça pour notre famille. Mais dans mon cœur, une voix froide résonnait, oui, pour notre famille, mais pas celle pour laquelle tu complotes. Cet après-midi-là, je quittai l'hôpital plus tôt, prétextant que je devais rentrer à la maison pour chercher des documents. En chemin, j'allai directement dans un cabinet d'avocats niché dans une ruelle calme. Maître Sterling était un avocat avec qui j'avais travaillé sur un litige de contrat de construction. Il avait quelques années de plus que moi, était calme et discret. Après lui avoir raconté toute l'histoire, de l'accident et des images de caméra jusqu'aux dettes, il resta silencieux et pensif pendant un long moment. Légalement, finit-il par dire, si nous pouvons prouver que Terence a mis en scène l'accident ou falsifié ses blessures pour fraude à l'assurance, les conséquences seront graves. Mais pour l'instant, vous ne devriez pas encore porter plainte. Leur plan est de vous faire vendre la maison de votre plein gré. Alors, laissez-les croire que c'est ce que vous faites. Entre-temps, mon cabinet vous aidera à rassembler des preuves plus concrètes. J'ai hoché la tête, mes mains posées sur son bureau, tremblant légèrement. Je n'ai pas besoin qu'ils aillent en prison tout de suite. J'ai juste besoin de protéger la propriété de mes parents, et je ne veux pas être accusé de l'avoir abandonnée plus tard. Maître Sterling me regarda un instant et dit doucement, vous êtes plus forte que je ne le pensais. Je fis juste un faible sourire. Je ne suis pas forte parce que je ne ressens pas de douleur. Je suis forte parce que je ne peux pas me permettre de m'effondrer en ce moment. Ce soir-là, je retournai à l'hôpital. Quand Terence me vit arriver tard, il était frénétique. Où étais-tu? Je t'ai appelé plusieurs fois mais tu n'as pas décroché. J'étais en rendez-vous avec un agent immobilier. Ils ont regardé la maison aujourd'hui. Il y a beaucoup d'intérêt, mais nous n'avons pas encore fixé de prix, répondis-je calmement. Les yeux de Terence s'illuminèrent. Vraiment? Combien ont-ils proposé? Environ 800 000, dis-je lentement. Mais je n'ai pas accepté. J'en veux 900 000. C'était inférieur au prix du marché.
J'ai intentionnellement cité un prix bas pour qu'il ne soupçonne pas que je cherchais à gagner du temps. Comme prévu, Terence hocha la tête, l'air anxieux. Ouais, tant qu'elle se vend vite, c'est ce qui compte. On verra pour le prix plus tard. Je le regardais et ne dis rien de plus. À mes yeux, son vendre vite signifiait respecter l'échéance de ses dettes, et non pour une quelconque jambe cassée. Cette nuit-là, Jasmine s'éclipsa de nouveau. Je fis semblant de ne pas remarquer. J'avais besoin qu'elle soit plus souvent absente de l'hôpital pour que Terence perde l'un de ses piliers de soutien secret. Et comme je l'avais prédit, sans Jasmine, Terence devint visiblement agité. Sa douleur commença à devenir incohérente. Parfois, il oubliait son rôle et se redressait un peu trop. J'ai tout vu. 2 jours plus tard, ma belle-mère vint me presser de signer les papiers pour vendre la maison. Je lui dis que l'agent exigeait les documents originaux, ce qui prendrait encore quelques jours. Elle était clairement mécontente mais se tut car elle dépendait de moi. André, cependant, devenait de plus en plus silencieux. Une fois, alors qu'il m'aidait à porter des affaires à ma voiture, il demanda soudainement, « Maya, si Terence avait fait quelque chose de mal, est-ce que tu lui pardonnerais ?» Je le regardai droit dans les yeux. « Qu'est-ce que tu en penses ?» André baissa les yeux, la voix étranglée. J'espère juste que s'il a fait quelque chose de mal, il s'arrêtera à temps. Ces paroles me serrèrent le cœur un instant, mais j'ai compris ensuite. Certaines erreurs ne peuvent pas être réparées simplement en s'arrêtant. Quand on a misé de l'argent, son honneur et même des vies, il n'y a pas de retour en arrière. Cette nuit-là, après que Terence se fut endormi sous l'effet de ses médicaments, je sortis dans le couloir et me tins près de la fenêtre, regardant le parking faiblement éclairé. Mon téléphone vibra. Un SMS de Marcus, les prêteurs s'impatientent. L'un d'eux a dit que s'il ne payait pas à temps, il viendrait à l'hôpital pour discuter. Tu dois être prudente. Je pense que quelque chose va se passer d'ici la fin de la semaine. Je serrai fermement mon téléphone. Le temps s'écoulait pour cette pièce de théâtre. Je devais baisser le rideau avant que ces gens ne fassent leur entrée avec violence. Je retournai dans la chambre et regardai Terence dormir paisiblement sur le lit, le visage aussi innocent que celui d'un saint. Je tirai une chaise et m'assis, murmurant juste assez fort pour m'entendre, « Tu es un grand acteur, Terence, mais ton actrice principale est sur le point de quitter la scène. » Le lendemain matin, j'ai délibérément pris ma journée pour rester à l'hôpital. Pas pour m'occuper de Terence, mais pour attendre le bon moment. Je me sentais comme quelqu'un dans une pièce sombre, la main sur l'interrupteur, attendant l'instant parfait pour l'actionner et tout exposer. Terence était ravi de me voir rester toute la journée. Il jouait son rôle avec encore plus d'intensité que d'habitude. Dès que quelqu'un entrait, il gémissait de douleur et me tenait la main, la voix aussi fine qu'un fil. « Maya, ne me quitte pas. S'il te plaît, tu es tout ce qu'il me reste. » Madame Glatty était assise à côté de lui, essuyant ses larmes. André s'appuyait contre la porte, observant la scène avec un regard de profonde suspicion. Quant à moi, je jouais silencieusement mon rôle d'épouse dévouée de manière si convaincante que parfois même moi, j'étais troublé par ma propre endurance. Vers midi, Jasmine revint à l'hôpital. Au moment où elle entra, ses yeux cherchèrent nerveusement autour d'elle. Quand elle me vit assise là, elle se figea une seconde. Je lui souris, un sourire parfaitement calme. « Comment s'est passé l'entretien ?»« Oh, ils ont dit qu'ils me rappelleraient pour un deuxième tour, » bafouilla-t-elle. Terence lui lança un regard, ses yeux trahissant une pointe d'impatience. Je compris que leur conversation privée leur manquait. Je décidai de les laisser combler ce vide encore un peu. Dans l'après-midi, j'ai appelé Maître Sterling. « Maître Sterling, j'ai tout fait selon le plan. Les prêteurs commencent à bouger. Je pense qu'ils se présenteront ce soir ou demain. » Sa voix était grave. « J'ai déjà contacté la police. Quand vous donnerez le signal, ils interviendront. N'oubliez pas de rester calme. Ne les laissez pas vous provoquer. » Je jetai un coup d'œil à travers la vitre de la chambre d'hôpital où Terence adressait un faible sourire à sa mère. Je répondis doucement, « Je suis plus calme que je ne l'ai jamais été. » Je raccrochai et mis le téléphone dans mon sac. La peur avait disparu. Il ne restait plus qu'un sentiment clair qu'il était temps d'en finir. Vers 19h, alors que les heures de visite touchaient à leur fin et que ma belle-mère se préparait à partir, Terence me saisit soudainement la main avec force. « Maya, quoi de neuf pour la vente de la maison ?»
Je le regardai droit dans les yeux. Demain après-midi, j'ai un rendez-vous à la société de titres pour verser un acompte. Si tout se passe bien, nous pourrons signer l'acte dans 3 jours. Les yeux de Terence s'illuminèrent et Madame Glatty fut ravie. C'est une excellente nouvelle, ma chère. Maintenant, je peux avoir l'esprit tranquille. André resta silencieux un instant, puis demanda doucement, Maya, tu es sûre qu'il n'y aura pas de problème? J'ai hoché la tête. Ne t'inquiète pas, André. Vers 20h, juste après le départ de l'infirmière du soir et alors que la chambre était devenue calme, la porte fut brusquement poussée. 3 hommes inconnus entrèrent. Ils n'avaient pas l'air de visiteurs de la famille. Leurs regards étaient froids, leurs carrures intimidantes. L'atmosphère de la pièce se tendit instantanément. L'homme de tête scruta la pièce puis regarda directement Terence. Terence, nous sommes venus te voir. Le visage de Terence pâlit une seconde avant qu'il ne se mette à gémir bruyamment. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis gravement blessé. Ma femme. Ma femme est sur le point de vendre la maison pour vous rembourser. Madame Glatty se leva, alarmée. Qui êtes-vous? C'est un hôpital, pas un endroit pour causer des ennuis. L'un des hommes ricana. Nous sommes juste venus voir un vieil ami, madame. Ne vous inquiétez pas. Leurs yeux se posèrent sur moi. Je fis un pas en avant, la voix ferme. Si vous cherchez Terence, dites-moi ce qu'il en est. Je suis sa femme. L'homme haussa un sourcil. Alors, c'est vous la femme? Encore mieux. Votre mari nous doit près de 200 000 $ de capital. Les intérêts ne sont pas négligeables non plus. Il a promis qu'il aurait l'argent dans 2 semaines. Ce délai est presque écoulé. Nous voulons juste une réponse claire. Quand serons-nous payés? Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Madame Glatty tremblait, se tournant vers Terence. Terence, tu leur dois autant d'argent? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Terence bafouilla, la sueur coulant sur son visage. J'ai juste emprunté un peu pour les affaires. Maya, dis-leur que nous allons bientôt avoir l'argent. Je regardais Terence, ma voix d'un calme glacial. Ne t'inquiète pas, il y aura de l'argent, mais ce ne sera pas en vendant ma maison. Toute la pièce se figea. Les 3 hommes me regardèrent, les yeux plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sortis mon téléphone, appuyai sur un bouton, et l'écran de la télévision murale de la chambre s'alluma. Les images de vidéosurveillance de cette nuit-là apparurent. Chaque image était d'une clarté cristalline, Terence assis, vérifiant son téléphone, mangeant du poulet, buvant de la bière, Jasmine assise près de lui. Leur conversation sur la vente de la maison, sur la dette, sur le fait de me tromper résonnait dans la pièce silencieuse. Madame Glatty hurla, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Terence, qu'as-tu fait ?» André restait comme pétrifié. Jasmine, pâle comme un spectre, se recroquevilla contre le mur. Et Terence il ne pouvait plus gémir. Il se redressa d'un bond en panique, ses jambes prétendument cassées retombant sur le lit. « Maya, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. C'est un malentendu. » Un malentendu? Je ris froidement. Un malentendu sur le fait que tu as simulé une jambe cassée pour me tromper et me faire vendre ma maison, ou un malentendu sur le fait que toi et Jasmine complotiez pour utiliser mon argent afin de payer tes dettes de jeu. Les 3 prêteurs se regardèrent. Le chef hocha la tête et gloussa doucement. Eh bien, mince alors. Je n'aurais jamais pensé que Terence avait ce genre de cran. Je me tournai vers eux. L'argent qu'il vous doit provient de ses dettes de jeu. Je n'ai rien à voir avec cela, mais j'ai déjà discuté avec mon avocat et la police. Toutes ces preuves leur ont été envoyées. Si vous causez d'autres ennuis ici, il ne sera pas le seul dans une mauvaise posture. L'homme me regarda longuement, puis éclata de rire. Très bien, nous n'allons pas nous mêler de vos drames familiaux. Mais Terence, tu nous dois toujours cet argent. C'est la dernière chance qu'on te donne. Ils tournèrent les talons et partirent sans un mot de plus. La chambre d'hôpital fut plongée dans un silence pesant. Madame Glatty se mit à gémir, frappant ses poings sur la poitrine de Terence. « Tu m'as ruiné, mon fils. Que as-tu fait pour te mettre dans un tel pétrin ?» André fixait Terence, les yeux remplis d'une déception déchirante. Tu
Tu mentirais à ta femme, à ta propre mère? Tout ça pour de l'argent? Jasmine, tremblante, tomba à genoux. Maya, j'ai eu tort. Terence m'a manipulé. Je n'ai jamais pensé que cela irait aussi loin. Terence me regarda, ses yeux montrant pour la première fois sa vraie nature terrifiée et désespérée. Maya, je t'en supplie. Ne me quitte pas. J'ai eu tort. Vraiment. Je le regardai pendant un long, très long moment. Je n'étais plus en colère, et cela ne faisait plus mal comme au début. Il ne restait qu'un épuisement profond. Tu n'as pas eu tort qu'une seule fois. Tu as eu tort dès l'instant où tu as choisi de mentir. Au moment où tu as mis en jeu la maison de mes parents pour tes jeux, il ne restait plus rien à sauver entre nous. Je me tournai vers Madame Glatty, ma voix lente et délibérée. Madame Glatty, j'ai tout donné à cette famille, mais à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus votre belle-fille. Madame Glatty se figea, puis s'effondra sur une chaise. Je regardai André. Je suis désolé de ne pas avoir pu préserver la bonne image de ton frère pour toi. André restait silencieux, les yeux rouges. Puis je tournai le dos et partis. Derrière moi, il y avait des cris, des appels et des gémissements, mais je ne m'arrêtai pas. La pièce de Terence était terminée, et désormais, j'écrirais ma propre vie. Je quittai l'hôpital cette nuit-là. Le vent était froid et vif. Les lampadaires projetaient de longues traînées d'un jaune pâle sur l'asphalte humide. Pour la première fois depuis des années, je marchais dans la ville sans avoir l'impression d'appartenir à quoi que ce soit. Avant, peu importe où j'allais, j'avais toujours un endroit où retourner appeler maison. Maintenant, cette maison était devenue une blessure. Je retournais à la maison que mes parents m'avaient laissée, celle qui avait failli être échangée contre les paris sales de Terence. La porte se referma derrière moi. Je m'appuyai contre le mur et me laissai glisser jusqu'au sol, enfouissant mon visage dans mes mains. Aussi forte que j'ai été à l'hôpital, ici j'étais tout aussi faible. Mes larmes coulèrent, non pas parce que j'aimais encore Terence, mais pour moi-même pour toutes ces années insensées que j'avais gaspillées. Le lendemain matin, je me réveillai tôt et appelai Maître Sterling. Ma voix était ferme. S'il vous plaît, aidez-moi à finaliser la procédure de divorce le plus rapidement possible. Je ne veux pas que cela traîne un jour de plus. Maître Sterling resta silencieux un instant, puis répondit, soyez rassurée, Maya. Avec toutes ces preuves, le divorce et le partage des biens seront très simples. Vous ne serez responsable d'aucune de ces dettes. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Ce dont j'avais besoin maintenant, ce n'était pas d'une victoire sur papier, mais d'une ligne claire tracée pour que je puisse sortir de la vie de Terence. Cet après-midi-là, André vint chez moi. Il resta longtemps à la grille avant de sonner. Quand j'ouvris la porte, il gardait la tête baissée. Maya, je suis désolé. Je n'avais aucune idée que Terence était comme ça. Si j'avais su. Je le regardais avec un mélange de tristesse et de pitié. Je ne te blâme pas, André. Tu n'as rien fait de mal. C'est lui. André hésita. Maman. Elle a passé toute la nuit à l'hôpital à pleurer. Elle regrette de t'avoir mis la pression tant de fois. Ce matin, elle m'a demandé de venir te présenter ses excuses en son nom. Je restai silencieuse un moment, pensant au visage tourmenté de Madame Glatty hier. Je ne pouvais pas me résoudre à lui en vouloir totalement. Elle n'était pas méchante, elle était juste aveuglée par son amour pour son fils. Retourne dire à ta mère que je ne suis pas en colère. Mais ce qui est entre Terence et moi ne peut plus être changé. André essuya ses yeux avec sa manche. J'espère juste que tu pourras trouver la paix après ça. Oui, dis-je. Je l'espère aussi. Après ce jour, je ne suis jamais retourné à l'hôpital. J'ai délégué toutes les questions juridiques à mon avocat. Je ne voulais plus revoir Terence, je ne voulais plus entendre une seule excuse de cet homme. Tout ce que je devais comprendre, je l'avais déjà compris. Une semaine plus tard, je reçus un appel d'un numéro inconnu. C'était Madame Glatty. Maya, je suis désolé. J'ai eu tort. Je n'ai fait confiance qu'à mon fils et je t'ai fait souffrir. Maintenant, je comprends que c'est toi qui as été la plus blessée. Sa voix tremblait, ponctuée de respirations laborieuses. Je restai silencieuse un long moment avant de répondre, Madame Glatty, je ne vous en veux pas, mais je ne peux pas revenir. Je suis trop fatigué. À l'autre bout du fil, sa voix se brisa puis il n'y eut plus que le bruit de sanglots étouffés.
Je raccrochais, le cœur lourd comme une pierre. Certaines douleurs ne viennent pas de la haine, mais du fait qu'il n'y a pas de chemin de retour. Le jour de l'audience au tribunal, Terence fut amené. Il était beaucoup plus maigre qu'avant, son visage dépouillé de son ancienne arrogance. Quand il me vit, une faible lueur d'espoir brilla dans ses yeux. « Maya, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, dis au juge de me donner une chance. » Je ne le regardais pas. Je regardais droit vers le juge et lus ma déclaration d'une voix calme. Chaque mot était comme une coupure nette, tranchant ce qu'il restait entre moi et Terence. Le divorce fut prononcé rapidement. Nous n'étions officiellement plus mari et femme. Je n'étais responsable d'aucune de ses dettes. La maison était toujours à moi. Le reste de la vie de Terence n'avait plus rien à voir avec moi. En sortant du palais de justice, je pris une grande inspiration. Le ciel ce jour-là était d'un bleu incroyable, si bleu que je me surpris à sourire. Il s'avérait que le ciel avait toujours été là, c'était juste que pendant toutes ces années, j'avais oublié de lever les yeux. Un mois plus tard, je déménageais non pas parce que j'avais peur des souvenirs, mais parce que je voulais recommencer dans un nouvel endroit. J'ai demandé une mutation dans une nouvelle succursale de mon cabinet. Le travail intense m'a empêché de m'attarder sur le passé. Un après-midi après le travail, j'ai croisé Jasmine devant un supermarché. Elle était beaucoup plus mince, son visage dépourvu de son maquillage habituel. En me voyant, elle s'est figée comme si elle avait été changée en pierre. « Maya. » J'ai hoché la tête, pas tout à fait surprise. « Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste dire que j'avais vraiment tort. » Je l'ai regardé, le cœur libre de toute haine. Ce que j'avais traversé m'avait poussé au-delà des limites du blâme. « Tu es encore jeune. Tu as fait une erreur. Tu en as payé le prix. Considère cela comme une leçon. Ne refais pas la même erreur. » Jasmine a éclaté en sanglots, hochant la tête à plusieurs reprises. Je suis parti sans me retourner. Pour moi, Jasmine était devenue une partie du passé, rien de plus. Cette nuit-là, j'étais assise seule sur le balcon de mon nouvel appartement, sirotant un thé chaud et regardant le trafic se raréfier dans la rue en bas. Une légère brise soufflait, et mon cœur était étonnamment calme. Il n'y avait plus de douleur déchirante, plus de ressentiment, plus d'auto-tourment, juste un vide léger comme le ciel après une tempête avec seulement quelques nuages fins restants. Je savais que je n'étais pas totalement guéri, mais je savais aussi que j'étais sur le bon chemin. La vie est dure, mais elle est aussi juste. Elle m'a pris un mari, mais elle m'a rendu moi-même une personne bien plus lucide et résiliente qu'avant. Après la rencontre fortuite avec Jasmine, je pensais que mon cœur était assez calme pour ne plus être troublé par les ondulations du passé. Mais la vie laisse rarement une personne s'en sortir si facilement. Un lundi matin, en arrivant au bureau, la réceptionniste m'a dit que quelqu'un était là pour me voir, un proche de mon ex-mari. Je me suis arrêté, un sentiment d'inquiétude fugace me traversant. Debout devant la porte de mon bureau se trouvait mon ancienne belle-mère. Elle était beaucoup plus mince que la dernière fois que je l'avais vue. Ses cheveux étaient presque complètement blancs. Son dos était voûté, et les rides autour de ses yeux fatigués s'étaient creusés. En me voyant, elle a semblé vouloir dire quelque chose, mais n'a pas pu. Après un long moment, elle a fini par parler. « Maya, est-ce que je peux te parler une minute ?» Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai acquiescé. Je ne lui en voulais plus, mais je ne me sentais plus assez proche pour l'appeler maman non plus. Nous nous sommes assises dans un petit café près de mon bureau. Elle serrait un sac en toile décoloré dans ses mains, sa voix tremblante. « Terence. Il est sur le point d'être transféré dans un autre établissement pour une enquête plus approfondie sur ses actes. Ils ont dit que sa peine pourrait être prolongée. J'ai fixé la vieille table en bois, sans rien dire. Ces derniers jours, il a supplié de te voir. Il dit qu'il a juste besoin de te parler une dernière fois avant d'être déplacé. Maya, je sais que je n'ai aucun droit de te demander cela, mais je suis sa mère. Je ne peux pas le supporter. » Elle a baissé la tête très bas. J'ai entendu dans sa voix non pas la coercition d'autrefois, mais l'impuissance amère d'une mère regardant son fils tomber sans pouvoir le rattraper. Le médecin a dit qu'il souffre d'épuisement et que son état mental est instable. J'ai juste peur qu'il fasse quelque chose de désespéré. En entendant cela, mon cœur s'est serré. Peu importe à quel point Terence m'avait blessé, je ne voulais pas qu'il choisisse cette voie. Après un long silence,
j'ai finalement dit lentement, j'irai le voir une fois, mais une seule fois. Les yeux de mademoiselle Glatty se sont éclairés comme si elle venait d'être sauvée. Elle a joint ses mains devant sa poitrine. Merci, Maya. Je te suis vraiment reconnaissante. 2 jours plus tard, je me suis rendu au centre de détention. La grille de fer s'est refermée derrière moi, un son froid et lourd. Dans la petite salle de visite exiguë, je me suis assise face à Terence, séparé par une épaisse vitre. Il était décharné, ses yeux enfoncés. Quand il m'a vu, il a semblé ne pas en croire ses yeux. Maya, tu es vraiment venue. J'ai légèrement hoché la tête, la voix égale. Tu as dit que tu voulais me voir, alors je suis là. Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Terence a baissé la tête, ses épaules tremblantes. Après un moment, il a levé les yeux, le regard rougi. Je sais que je n'ai plus rien à dire pour me défendre. Je veux juste dire une chose. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir ruiné ta vie. Je l'ai regardé au fond des yeux, ne ressentant ni colère, ni amertume, juste un calme épuisement. Est-ce que dire pardon maintenant change quelque chose? Terence a secoué la tête, une larme roulant sur sa joue. Non, ça ne change rien. Mais si je ne le dis pas, j'ai peur de ne pas pouvoir traverser les années à venir. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'homme assis devant moi n'était plus le Terence que j'avais aimé autrefois, ni l'homme trompeur de la vidéo. C'était juste un homme vaincu, mis à nu devant les conséquences de ses propres actes. Maya, si je pouvais revenir en arrière, je préférerais ne jamais t'avoir rencontré plutôt que de t'avoir rencontré et de t'avoir blessé ainsi. J'ai souri faiblement, une acceptation triste et tardive. Si nous ne nous étions jamais rencontrés, peut-être n'aurais-je pas appris ce que signifie faire confiance à la mauvaise personne ou ce que signifie se relever après avoir été brisé. Tu m'as donné une leçon très coûteuse, mais j'ai payé ma dette. Le reste est à ta charge. Terence m'a fixé comme s'il essayait de graver mon image dans sa mémoire pour cette dernière rencontre. Maya, est-ce que tu iras bien? J'irai bien, ai-je répondu succinctement. Je me suis levé, j'ai posé ma main sur la vitre et j'ai dit mes derniers mots. Arrêtons là, Terence. Je ne te hais plus, mais je ne peux pas revenir en arrière. Ne t'accroche plus. Il a posé sa main de son côté de la vitre, nos paumes se rencontrant à travers une distance infranchissable. Je me suis détourné et je suis parti, mon cœur se sentant incroyablement léger. En sortant des portes du centre de détention, le soleil de l'après-midi me paraissait étrangement chaud sur le visage. Je savais que je venais de fermer définitivement un chapitre de ma vie. Dans le temps qui a suivi, la vie était calme. Ma carrière était stable, j'ai été promu à un nouveau poste. Il y avait plus de pression, mais c'était aussi plus gratifiant. André appelait encore occasionnellement pour prendre des nouvelles. Il m'a dit que la santé de sa mère déclinait. Je lui ai demandé de prendre soin d'elle en mon nom, mais je n'avais pas le courage de revisiter ce passé moi-même. Un soir, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, Maya, c'est Jasmine. Je viens de signer un contrat de travail dans un autre état. Avant de partir, je voulais juste te dire merci de ne pas m'avoir poussé au bord du gouffre. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu simplement, vis une vie honnête, Jasmine. Cela suffit. J'ai posé mon téléphone, ressentant un sentiment de paix. Chacun doit parcourir le chemin qu'il choisit. Je n'étais plus responsable de porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, je me tenais à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville s'allumer. Les lumières de milliers de petites fenêtres se reflétaient sur le ciel sombre comme des étoiles artificielles. J'ai soudain réalisé que peu importe à quel point la vie devient sombre, il y a toujours de la lumière, tant qu'on est prêt à ouvrir les yeux et à la voir. J'avais autrefois vécu dans l'ombre des erreurs de quelqu'un d'autre, mais désormais, je vivrais dans la lumière de mes propres choix. Après avoir vu Terence au centre de détention, c'était comme si une porte lourde dans mon cœur s'était enfin fermée. Les nuits d'insomnie se faisaient plus rares et la douleur sourde dans ma poitrine s'estompait. J'ai commencé à m'habituer au nouveau rythme de vie d'une femme célibataire libre, mais aussi solitaire. Travail le jour, maison le soir, café occasionnel avec des collègues le week-end. La vie passait sans drame ni tragédie, mais aussi sans les illusions teintées de rose du passé. Un après-midi pluvieux, au moment où je quittais le travail, André a appelé. Sa voix était étranglée par l'émotion. Maya. Maman, elle est très faible. Le médecin dit que ce n'est qu'une question de jours.
Elle ne cesse de te réclamer. Pourrais-tu venir un petit moment? J'ai tenu le téléphone longtemps sans répondre. La pluie tombait fort dehors, chaque goutte frappant la fenêtre du bureau avec un tapotement sec. Je m'étais dit tant de fois que je ne reviendrais pas. Mais debout sur la ligne entre la raison et l'humanité, j'étais toujours celle qui avait le cœur tendre. Envoie-moi l'adresse. Je serai là. Le vieil hôpital avait toujours cette odeur familière d'antiseptique. Quand je suis entré dans la chambre, mon ancienne belle-mère gisait immobile sur le lit, son visage décharné, ses yeux enfoncés, son souffle aussi ténu qu'un fil fragile. André était assis à son chevet, lui tenant la main. Il a sursauté en me voyant. Maya. J'ai huché la tête et me suis approché. Mademoiselle Glatti a lutté pour ouvrir les yeux. Quand elle m'a vu, une faible lueur a vacillé dans son regard. Maya, tu es venue. Je me suis penché et j'ai pris sa main frêle. La même main qui m'avait si souvent montré du doigt par accusation ne ressemblait plus qu'à des os froids et tremblants. Oui, je suis là. Des larmes ont perlé dans ses yeux et ont coulé le long de ses tempes. Je t'ai fait tellement de tort, Maya. Toute ma vie, je n'ai vu que mon fils. Je n'ai pas vu sa vraie nature, et je t'ai laissé souffrir. J'ai serré doucement sa main, la voix lente. C'est du passé. Je ne vous en veux plus. Elle a commencé à pleurer de manière audible, sa poitrine se soulevant faiblement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'espère juste que s'il y a une prochaine vie, je ne serai pas ta belle-mère, afin que je puisse être une étrangère et te traiter avec la gentillesse que tu mérites. Ces mots ont été comme un couteau doux tranchant mon cœur. J'ai baissé la tête, mes propres larmes tombant sur sa main sèche et ridée. Dans cette vie, notre dette l'un envers l'autre est payée. Vous pouvez vous reposer maintenant. Elle a faiblement huché la tête, sa respiration ralentissant jusqu'à ce que la ligne du moniteur cardiaque s'étire en une note longue et plate. André a éclaté en sanglots. Mais je suis restée là, silencieuse, le cœur vide. Ce n'était pas la douleur de perdre mes propres parents, juste une tristesse profonde et lasse, comme si je fermais le dernier chapitre d'une relation qui avait atteint son terme absolu. Les funérailles furent simples. J'ai été présente tout au long, accomplissant mon dernier devoir de belle-fille. Les proches me regardaient avec un mélange de curiosité, de pitié et d'inquiétude. Je m'en fichais. Je faisais simplement ce que ma conscience me dictait être juste. Terence n'a pas été autorisé à assister. J'ai entendu dire qu'il avait demandé une permission à l'établissement mais qu'elle lui avait été refusée. J'ai regardé le portrait de sa mère et je me suis demandé quelle douleur elle avait ressentie à la fin, sachant que son fils était perdu, mais tout était trop tard. Après la cérémonie, André m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Il a baissé la tête très bas. Maya, je ne pense pas pouvoir jamais te rendre ta gentillesse. J'ai posé une main sur son épaule. Vis simplement une belle vie, André. Cela suffit. Ne laisse pas ta mère s'inquiéter pour toi depuis l'au-delà. Il a acquiescé, les yeux rouges. De retour dans mon petit appartement, j'ai fermé la porte à clé et je m'y suis appuyé. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai pleuré à haute voix. Pas pour Terence, pas pour sa mère, mais pour un chapitre douloureux de ma vie qui s'était officiellement terminé. J'ai pleuré comme pour dire adieu à la personne que j'étais autrefois, la femme aveugle et soumise qui vivait pour les autres jusqu'à s'oublier elle-même. Dans les jours qui ont suivi, je me suis jeté dans le travail comme un moyen de me sauver. On m'a confié la responsabilité d'un grand projet qui nécessitait des déplacements constants. Le rythme effréné me laissait peu de temps pour réfléchir. J'ai réalisé que j'étais beaucoup plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Lors d'un voyage d'affaires à Philadelphie, pendant un dîner avec des partenaires commerciaux, j'ai rencontré Elias Thorne, leur ingénieur principal. Il était réservé, avec un regard calme. Il n'était pas excessivement amical ou curieux de ma vie personnelle. Notre conversation portait simplement sur le travail, la vie et la famille. Et quand il m'a accompagné à ma voiture, il a souri. C'était vraiment agréable de discuter avec vous ce soir, Maya. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous inviter à prendre un café la prochaine fois que vous serez en ville. J'ai été un peu surprise, mais j'ai acquiescé. D'accord. Sur le chemin du retour vers mon hôtel, j'ai réalisé que mon cœur n'était plus aussi hermétiquement fermé qu'auparavant. Je n'avais plus peur de rencontrer un nouvel homme, et je ne ressentais plus de pression pour poursuivre ou éviter une relation. Je laissais simplement les choses se passer comme elles le devaient.
Cette nuit-là, je suis resté longtemps devant le miroir. La femme qui me regardait n'avait plus ce vieux regard triste. Au contraire, son regard était calme, expérimenté et sûr de lui. Je me suis surprise à sourire, un sourire que je n'avais pas vu sur mon propre visage depuis des années. Ma vie avait tant perdu, un mariage, un foyer, un sentiment de confiance. Mais je m'étais aussi retrouvé moi-même. Une personne ne vivant plus dans la peur et la dépendance. Et je savais que devant moi, un nouveau chemin s'ouvrait tranquillement. Ce n'était pas bruyant ou coloré, mais cela portait de l'espoir. Après ce voyage d'affaires, Elias et moi sommes restés en contact. Ce n'était pas un tourbillon de messages, juste des SMS occasionnels pour prendre des nouvelles du travail. Parfois, il m'envoyait une photo d'un chantier de construction en cours, d'autres fois, je lui envoyais un résumé d'audit nouvellement terminé. C'était doux, comme un petit ruisseau coulant à travers les rochers. Pas bruyant, mais suffisant pour vous faire savoir que vous n'étiez plus seul dans un espace vide. Un après-midi de week-end, Elias m'a envoyé un SMS, « Es-tu occupé ? Je suis près de ton quartier. Pourrais-je t'offrir un café ?» J'ai regardé par mon balcon. Le ciel était dégagé. La brise était légère. C'était un après-midi rare où je n'étais pas enseveli sous la paperasse. J'ai répondu, « Je descends tout de suite. » Le petit café était niché dans une rue bordée d'arbres. Elias était déjà là. Quand il m'a vu entrer, il s'est levé et a tiré ma chaise. Il était le même que d'habitude, calme, poli, sans un seul geste superflu. Nous avons d'abord parlé de travail, puis nous avons progressivement dérivé vers d'autres sujets plus légers. Elias a demandé très doucement, « Est-ce que tu vis seul depuis longtemps ?» J'ai fixé ma tasse de café un instant avant de répondre, « J'ai divorcé il y a un peu plus d'1 an. » Elias a juste hoché la tête, sans insister pour avoir des détails. Un moment plus tard, il a dit simplement, « J'ai moi-même traversé une perte. Je me suis marié jeune. Ma femme est décédée dans un accident de voiture il y a 4 ans. Depuis, c'est surtout juste moi et mon travail. » Pour la première fois, j'ai vu une profonde tristesse dans ses yeux, mais ce n'était pas tragique. C'était calme, comme la surface d'un lac tranquille. J'ai soudain compris pourquoi il n'était pressé par rien. Nous n'en avons plus reparlé, comme si nous avions l'accord tacite que certaines douleurs n'ont pas besoin d'être exposées avec trop de mots. Après ce jour-là, Elias a commencé à me rendre visite occasionnellement. Parfois, il apportait un sac de fruits, d'autres fois juste une tasse de chocolat chaud le soir. Il n'a jamais dépassé les bornes, n'a jamais rien exigé. Il arrivait à une heure raisonnable et repartait à une heure raisonnable. Ce respect des limites me faisait me sentir en sécurité. Un jour, André m'a appelé avec une nouvelle qui m'a glacé. Terence. Il a eu une attaque dans l'établissement. Il est en soins intensifs en ce moment. Je suis restée silencieuse, les vieux souvenirs s'agitant comme une fine couche de poussière soufflée dans l'air. Tu n'es pas obligé d'y aller, a ajouté André rapidement. Je voulais juste te prévenir. Je suis resté longtemps à la fenêtre, regardant les gens en bas. Une partie de moi voulait se détourner, mais une autre partie se souvenait des années où j'avais appelé cet homme mon mari. Finalement, j'ai soupiré. Quelle est l'adresse de l'hôpital ? Je passerai un petit moment. Cette fois, je n'y allais pas en tant qu'épouse ou proche. J'y allais comme une ancienne connaissance visitant un morceau de mon passé. Terence gisait sur le lit d'hôpital, son corps décharné, un côté de son visage affaissé par l'attaque. Quand il m'a vu, ses yeux se sont agrandis et ses lèvres ont tremblé, mais il n'a pu former aucun mot. André se tenait à ses côtés, la voix étranglée. Le médecin a dit qu'il a passé le stade critique, mais il aura probablement une paralysie d'un côté. J'ai regardé Terence, mon cœur ne me faisant pas mal comme je le pensais. Tout ce que je ressentais était une pitié faible et lointaine, comme si je voyais un étranger subir les conséquences de ses propres choix. Je me suis approché, je l'ai regardé directement dans les yeux et j'ai parlé lentement, juste assez fort pour qu'il m'entende. « Terence, est-ce que tu m'entends ? Vis le reste de ta vie du mieux que tu peux. Le passé entre nous. Je ne suis plus en colère, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. Ne t'accroche pas. » Une seule larme s'est échappée du coin de son œil paralysé. Je ne pouvais pas dire s'il s'agissait d'un remords sincère ou simplement de la peur de la route handicapée qui l'attendait. Je ne me souciais plus de faire la distinction entre les deux. En quittant l'hôpital, j'ai ressenti une sensation étrange. Pas un soulagement complet, mais pas de la lourdeur non plus.
C'était comme poser quelque chose que j'avais porté sur mon épaule pendant trop longtemps. Mes mains étaient enfin libres. Ce soir-là, Elias m'attendait à l'entrée de mon immeuble. Il m'a regardé intensément. « Es-tu fatigué ?» J'ai légèrement hoché la tête, sans dire grand-chose. Il a juste ouvert la portière de la voiture pour moi, a allumé le chauffage et a conduit en silence. Ce silence ne semblait pas solitaire, au contraire, il paraissait sûr. Quand la voiture s'est arrêtée devant mon immeuble, il a dit « Si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. » Je me suis tourné vers lui. Le lampadaire jetait une lueur douce et constante sur son visage. Pour la première fois depuis de nombreuses années, mon cœur a tressailli non pas de douleur, mais d'un sentiment chaleureux, timide, mais authentique. « Merci », ai-je dit doucement. Il a hoché la tête, ne me poussant pas à en dire plus. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été occupé à réorganiser ma vie. J'ai fait ramener les cendres de mon ancienne belle-mère dans sa ville natale en Géorgie, comme André l'avait souhaité. J'ai brûlé de l'encens pour elle une dernière fois, restant devant sa nouvelle tombe pendant un long moment. Je ne l'appelais plus maman dans mon cœur, mais j'ai baissé la tête en tant que personne ayant autrefois fait partie de la famille. Sur le chemin du retour, j'ai envoyé un SMS à Elias, « Je vais mieux maintenant ». Il a répondu instantanément, « C'est bon à entendre. Quand tu seras libre, laisse-moi t'emmener dîner. » J'ai regardé le message et j'ai souri un sourire très différent. Plus du tout timide. Je savais que j'étais assez forte pour faire un autre pas en avant. Non pas pour oublier le passé, mais pour empêcher le passé de me retenir. Après l'invitation à dîner d'Elias, je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais me poser une question claire, de quoi ai-je encore peur? J'avais eu peur d'aimer, de faire confiance, même de recommencer. Mais je comprenais maintenant que si je gardais mon cœur verrouillé par peur, je passerais toute ma vie sur la défensive. Je lui ai répondu par SMS, « Je suis libre ce week-end. » Elias a répondu avec un seul mot, « D'accord. » Mais ce seul mot a suffi à réchauffer mon cœur. Ce week-end-là, nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant au bord de la rivière. Ce n'était pas chic, juste quelques tables en bois sous des guirlandes de lumière jaune avec une brise fraîche venant de l'eau. Elias est arrivé tôt, comme toujours. Il s'est levé quand il m'a vu, ses yeux ne cachant pas son plaisir. Le trafic était-il mauvais? J'ai secoué la tête. Non, le trajet a été rapide. Nous avons commandé des plats simples et avons discuté pas de travail, pas du passé, juste des choses de tous les jours, la cuisine de sa ville natale, un souvenir d'enfance de la mienne, si nous préférions le café ou le thé le matin. J'ai soudain réalisé que cela faisait très longtemps que je n'avais pas pu parler à un homme sans me sentir tendu ou sur mes gardes. Après le dîner, Elias m'a emmené faire une promenade le long de la rive. Le vent soufflait dans mes cheveux. Il marchait à mes côtés, gardant une distance confortable. Après un moment, il a parlé lentement. « Maya, je sais que tu as traversé beaucoup de choses. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je veux être clair. Je tiens à toi comme un homme tient à une femme. » Mon cœur a manqué un battement, mais j'ai gardé une voix stable. Merci d'être direct, et je veux être honnête aussi. Je ne suis pas prête à me lancer dans une nouvelle relation si vite. Elias a hoché la tête, sans l'ombre d'une déception dans les yeux. Je n'ai pas besoin d'une réponse tout de suite. Je veux juste que tu saches que je suis là et que je peux être patient. Je l'ai regardé, un sentiment étrange montant en moi. Ce n'était pas une explosion d'émotions, mais une sorte de paix rare, la paix qui vient du fait d'être respecté. Ce soir-là, chez moi, je suis resté assise près de la fenêtre pendant longtemps. J'ai pensé à Terence, à mon ancien mariage et aux blessures passées. C'était étrange, une fois mon cœur assez calme, je pouvais penser à son nom sans une douleur vive. Il n'était qu'une partie d'une vie qui était terminée, un chapitre qui n'était pas beau mais qui devait exister pour me mener là où j'en étais aujourd'hui. Quelques jours plus tard, André a rappelé. Cette fois, sa voix était plus fatiguée. Maya, Terence s'affaiblit. Il n'a presque plus de mouvement d'un côté. Les médecins disent que tout rétablissement sera très limité. J'ai écouté en silence. Je t'appelle juste pour te tenir au courant, a-t-il dit. Je n'ose plus te demander de venir. J'ai regardé la pluie légère tomber dehors et j'ai dit lentement, merci de me l'avoir fait savoir. Si tu as besoin d'aide dans la mesure de mes moyens, n'hésite pas. La voix d'André s'est étranglée. Tu es toujours si bonne pour notre famille. Nous te devons tellement.
Après l'appel, j'ai laissé échapper un léger soupir. Je n'avais plus aucun ressentiment envers cette famille. Toutes les dettes, les torts, les raisons et les pertes avaient été payées en totalité au cours des dernières années. Je n'avais gardé qu'une chose pour moi, le refus de laisser mon cœur devenir amer. Un autre soir, Elias m'a emmené voir un terrain à la périphérie de la ville où son entreprise prévoyait un nouveau projet. J'y suis allé juste pour offrir mon opinion professionnelle pour l'appel d'offres, mais pendant ce voyage, j'ai vu davantage qui il était. Elias était sérieux dans son travail, parlait respectueusement à ses partenaires et n'était jamais vantard ni colérique. Quand j'ai donné mon avis d'experte, il a écouté attentivement, sans jamais m'interrompre ni imposer ses propres vues. Sur le chemin du retour, alors que la voiture avançait lentement sur une route bordée d'arbres, Elias a soudainement demandé « Maya, si tu étais prête un jour, me donnerais-tu une chance ?» Je me suis tourné pour le regarder. Ses yeux n'étaient pas pressants ou exigeants, juste remplis d'un espoir patient et digne. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Et peut-être d'un peu de courage. Je ne peux rien promettre, mais je ne me fermerai plus. Elias a souri. Cela me suffit. Dans les jours qui ont suivi, Elias et moi nous sommes vus plus souvent, mais nous maintenions toujours une distance confortable. J'ai commencé à réaliser que je changeais aussi. Je n'avais plus peur quand je pensais au mot futur. Je ne supposais plus que le bonheur était une chose fragile destinée à se briser. J'apprenais à vivre lentement, à apprécier les petits moments et, surtout, j'apprenais à faire confiance à nouveau avec prudence, mais pas avec un cœur fermé. Un après-midi, je suis allé visiter les tombes de mes parents. Debout devant les 2 pierres tombales simples, j'ai allumé de l'encens et j'ai incliné la tête pendant un long moment. J'ai chuchoté comme pour moi-même, « Maman, papa, j'ai réussi. Je ne suis plus cette petite fille faible. » Le vent soufflait doucement dans l'herbe. J'avais l'impression que, quelque part, mes parents souriaient. Ce soir-là, Elias est venu me chercher dans ma ville natale. J'ai ressenti une chaleur étrange dans mon cœur. Entre une femme comme moi qui connaissait si bien la trahison et un homme comme lui qui avait connu une grande perte, nous ne nous précipitions pas. Nous marchions côte à côte lentement, prudemment, mais sincèrement. Je savais que la route devant moi était encore longue et que je ne pouvais pas prédire l'avenir. Mais dans 10 ans, si je devais regarder en arrière sur cette période de ma vie, je crois que je ne regretterais pas de m'être donné une chance de vivre différemment. Le temps passait lentement, comme une rivière tranquille. Elias et moi ne nous appelions pas petit ami et petite amie, et nous ne nous pressions pas pour définir notre relation. Nous étions simplement présents dans la vie de l'autre, juste assez pour ne pas nous perdre et juste assez pour ne pas nous sentir étouffés. J'ai trouvé un nouveau genre de paix, non pas parce que j'avais quelqu'un à mes côtés, mais parce que je ne tremblais plus moi-même à l'idée du changement. Un matin de début d'hiver, André a appelé. Cette fois, sa voix était différente, lourde. Maya, Terence. Il n'a pas survécu. Je suis restée silencieuse près de la fenêtre, ma main serrant le téléphone. Dehors, les feuilles jaunes tombaient au vent. Je savais que ce jour viendrait tôt ou tard, mais entendre la nouvelle a quand même fait sauter mon cœur. Quand est-ce arrivé? Tôt ce matin. L'accident vasculaire cérébral a empiré. Il n'y a pas eu de temps. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ressenti un calme intérieur, comme si j'étais debout devant une tombe préparée depuis longtemps dans mon esprit. Est-ce que tu viendras le voir une dernière fois, a demandé André, la voix hésitante, n'osant pas insister. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai dit, je viendrai. Non pas en tant qu'ex-femme, mais en tant que personne ayant partagé une partie de son voyage de vie. Les funérailles de Terence n'étaient pas grandes, juste le côté de la famille de son père et quelques vieilles connaissances. Quand je suis entré, les yeux d'André sont devenus rouges. Il a serré ma main fermement, sa propre main tremblant. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête. Dans la chambre funéraire froide, Terence reposait dans son cercueil, son visage paisible. Je suis resté longtemps à le regarder. Il n'y avait plus de reproches, plus de pitié, juste un vague sentiment de regret pour une vie qui avait pris le mauvais chemin et n'avait pas pu retrouver sa voie. Sa mère était partie, il n'y avait donc personne pour pleurer pour lui une dernière fois. André s'est occupé de tout. En le regardant vêtu d'habits de deuil, j'ai ressenti un élan de compassion. La vie lui avait tant pris en quelques années seulement, sa mère, son frère, la famille qu'il avait autrefois. Alors que j'allumais un bâton d'encens devant le cercueil de Terence, j'ai chuchoté dans mon cœur, désormais,
toutes les dettes entre nous sont réglées. La fumée montait et se dissipait dans l'air. Je me suis détourné et je suis parti, mes pas n'étaient plus lourds. Dehors, Elias m'attendait. Il n'a pas posé de questions, il m'a juste tendu un mouchoir quand il a vu que mes yeux étaient rouges. Sa présence silencieuse était un réconfort. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé doucement. « Ça va » ai-je répondu. « C'est juste une porte de plus qui se ferme. » Il a hoché la tête, ne disant rien d'autre, et a simplement marché à mes côtés jusqu'à la maison. Après les funérailles de Terence, tout a vraiment pris fin. André est retourné dans sa ville natale pour s'occuper des tombes familiales. Il m'a envoyé un message, je suppose qu'il est temps pour moi de vivre ma propre vie maintenant, Maya. J'ai lu son message avec un mélange de tristesse et de soulagement. Quelque temps plus tard, Elias m'a emmené rencontrer sa mère. C'était une femme douce aux cheveux parsemés d'argent qui parlait lentement. J'étais nerveuse comme une jeune fille, même si mon cœur avait déjà été brisé une fois auparavant. Elle m'a regardé attentivement puis a souri. Tu dois être Maya. Elias parle beaucoup de toi. J'ai incliné la tête respectueusement. Pendant le dîner, personne n'a trop posé de questions sur mon passé. La conversation était simple et portait sur les choses de tous les jours. La gentillesse exempte de curiosité m'a mise à l'aise. Au moment où je partais, la mère d'Elias a pris ma main. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Désormais, considère ceci comme ta maison. C'était une seule phrase, et elle m'a piqué les yeux. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait parlé avec une gentillesse aussi simple et inconditionnelle. Sur le chemin du retour, Elias a demandé, « Est-ce que tu t'es senti sous pression ?» J'ai secoué la tête. Non, ta mère et toi m'avez fait me sentir très en sécurité. Elias a souri, son regard s'adoucissant. Je veux juste que tu te sentes en paix quand tu es avec moi. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis regardé dans le miroir pendant un long moment. La femme qui me fixait était différente. Elle n'était plus méfiante ou excessivement défensive, juste prudemment optimiste. Une semaine plus tard, Elias m'a donné une petite boîte. Il ne s'est pas agenouillé et n'a pas utilisé de mots fleuris. Il m'a juste regardé et a dit lentement, « Maya, je ne peux pas te promettre une vie parfaite, mais je te promets que je ne te tromperai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais, et je serai avec toi quand tu auras besoin de moi. Si tu es prête un jour à franchir une autre étape, je veux être celui qui la franchira avec toi. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une bague simple, un délicat anneau d'argent. Je l'ai tenu dans ma main, ressentant un sentiment étrange de confiance stable et tranquille. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai doucement fermé la boîte et regardé Elias. Donne-moi encore un peu de temps. Non pas parce que je n'ai pas confiance en toi, mais parce que je veux être complètement prête quand j'avancerai. Elias a hoché la tête, pas du tout déçu. Je peux attendre. Je suis parti avec la petite boîte dans mon sac. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé au chemin que j'avais parcouru, d'une épouse attendant au chevet d'un hôpital à une femme se tenant devant une nouvelle chance de bonheur. Ce chemin était rempli de décombres. Mais grâce à lui, je savais que je n'étais plus la fille naïve que j'étais autrefois. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais cette fois, je n'y marchais pas aveuglément. Je marchais avec clarté, avec des cicatrices guéries, et avec juste assez d'espoir. J'ai gardé cette petite boîte dans mon tiroir pendant des jours, ne l'ouvrant jamais, mais ne la rendant jamais à Elias non plus. Ce n'était pas parce que je doutais de mes sentiments pour lui, mais parce qu'une peur profonde demeurait, la peur de placer à nouveau ma confiance au mauvais endroit, de voir le bonheur s'effriter en poussière. Un soir, j'ai pris ma décision. J'ai envoyé un SMS à Elias, « Je suis libre demain. Si tu as le temps, rencontrons-nous. » Il a répondu presque instantanément, « D'accord, je viendrai te chercher. » Nous ne sommes pas allés dans un restaurant ou un café. Elias m'a emmené à la campagne, sur un petit chemin de terre qui longeait un champ fraîchement récolté. Le ciel de fin d'après-midi était clair, l'air était frais, et l'odeur de la paille sèche flottait dans l'air. Il a arrêté la voiture. « J'ai pensé que tu aimerais cet endroit. » Je suis descendu et un sentiment de calme m'a envahi. Nous avons marché lentement le long du sentier. Après un moment, j'ai parlé. « Elias, as-tu déjà regretté d'avoir attendu quelqu'un pendant si longtemps ?» Il a réfléchi un instant, puis a secoué la tête. Parfois, quand j'étais seul, je me posais la question.
Mais ensuite je me disais que si l'on se précipite pour tenir la mauvaise main juste pour éviter d'être seul, le prix est encore plus élevé. Je préfère attendre la bonne chose que de me précipiter dans la mauvaise. Ces mots ont touché la partie la plus tendre de mon cœur. Je me suis arrêté et je l'ai regardé directement. Je ne veux pas entrer dans une relation parce que j'ai peur d'être seul. Je veux seulement y entrer quand je me sens vraiment en sécurité. Il a hoché la tête, le regard fixe. Je sais, et je respecte cela. J'ai pris une profonde inspiration, ma main touchant inconsciemment le sac où j'avais apporté la petite boîte. Après un long moment, je l'ai sorti et je l'ai placé dans sa main. Elias, je ne peux pas dire oui maintenant, mais je veux te remercier d'être entré dans ma vie avec une telle gentillesse. Je ne veux pas te faire attendre indéfiniment. Elias a ouvert la boîte, a regardé la bague, puis m'a regardé. Il n'était ni triste ni déçu. Il a juste souri doucement. Je veux toujours attendre si tu me le permets. Pas avec cette bague, mais avec ma présence dans ta vie. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais plus peur du mot attendre, car cette fois la personne qui attendait n'était pas exigeante et la personne attendue n'était pas forcée. D'accord, ai-je dit doucement. Continuons simplement à marcher ensemble comme ça. Sans hâte. Elias a hoché la tête, un rare sourire radieux illuminant son visage. Les mois qui ont suivi ont été une période de stabilité tranquille. J'ai réalisé peu à peu qu'un amour mature n'était pas une tempête violente, mais un ruisseau calme et régulier. Un soir, alors qu'Elias et moi étions chez lui en train d'examiner des plans, sa mère a apporté 2 tasses de thé chaud. Elle m'a souri. Maya, je veux juste que tu saches une chose. Tu es toujours la bienvenue dans cette maison, peu importe qui tu es ou d'où tu viens. J'ai baissé la tête, les lèvres tremblantes. C'était la plus grande acceptation que j'aurais pu demander. Ce soir-là, en rentrant, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti la petite boîte. La bague y reposait tranquillement. J'ai soudain compris que certaines promesses n'ont pas besoin d'être prononcées à haute voix, elles ont juste besoin d'être portées patiemment dans le cœur. Je n'avais pas encore mis la bague, mais pour la première fois, je n'avais pas peur du jour où je le ferais. Le printemps est arrivé lentement cette année-là. Je me tenais à la fenêtre de mon appartement en regardant la ville en bas et j'ai réalisé que cela faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti autant de paix. Les cauchemars avaient cessé. Les pointes de douleur aléatoires avaient disparu. Cet après-midi-là, Elias m'a conduite dans la nouvelle ville d'André. Son petit atelier de réparation se trouvait sur une route de campagne poussiéreuse. André était plus svelte, sa peau tannée par le soleil, mais ses yeux étaient plus brillants que jamais. Maya, Elias, entrez. Il a souri, le sourire sincère d'un homme qui avait reconstruit sa vie selon ses propres termes. Ce soir-là, alors qu'Elias me ramenait chez moi, j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti la petite boîte. Ma main était stable, mon cœur battait lentement mais clairement. Ouvre-la, ai-je dit. Il l'a fait. La bague d'argent reposait tranquillement dans sa paume. J'ai parlé lentement, chaque mot soigneusement pesé. Je ne peux pas promettre que nous ne nous disputerons jamais ou que nous ne serons jamais tristes. Je ne peux pas promettre que je serai une épouse parfaite. Mais je sais une chose, si je ne fais pas un pas en avant aujourd'hui, je pourrai passer le reste de ma vie derrière ma peur. Et je ne veux plus de cela. Elias m'a regardé pendant un long moment, les yeux embués. Il n'a pas dit un mot, il a juste pris doucement la bague et l'a glissée à mon doigt. Elle allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour moi. Épouse-moi à ta façon, Maya, a-t-il chuchoté. Laisse le temps répondre pour tout le reste. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ressenti une chaleur tranquille se répandre dans ma poitrine. Notre mariage a été modeste. André était présent. Alors que je me tenais dans ma robe blanche simple, j'ai pensé à la femme que j'étais autrefois, celle qui s'était effondrée dans un hôpital, qui avait enduré un mariage plein de mensonges. J'ai enfin compris que le chemin vers la paix ne consiste pas à tout oublier, mais à oser regarder ses blessures dans les yeux et à avancer ensuite sans trembler. Après le mariage, Elias et moi avons emménagé dans une petite maison qu'il possédait. Ce n'était pas grandiose, mais chaque soir, une lumière jaune et chaude brillait aux fenêtres. Il y avait le bruit de la vaisselle qui s'entrechoquait dans la cuisine. Il y avait quelqu'un qui m'attendait pour rentrer à la maison, et c'était plus que suffisant. Parfois, je rêvais encore de Terence, mais il passait comme un étranger. Il n'y avait plus de dette entre nous. Je me réveillais en ne ressentant que de la paix. Un matin, alors que je buvais du thé sur le porche, Elias a posé une main sur mon épaule.
Maya, a-t-il dit doucement, je n'ai jamais posé de questions sur ton passé, mais je veux te dire une chose. Je suis reconnaissant que tu aies été assez forte pour arriver jusqu'ici. J'ai pris sa main. Et je suis reconnaissante que tu aies attendu. Nous nous sommes regardés. Plus besoin de mots. La vie comporte des pertes qui ne pourront jamais être remplacées. J'ai perdu un mariage. J'ai perdu la confiance. J'ai perdu des années de ma jeunesse dans l'angoisse. Mais en retour, j'ai appris à me tenir debout. J'ai appris la valeur de la gentillesse, de faire confiance à la bonne personne au bon moment. Si je n'avais pas vu ces images de vidéosurveillance, si je n'avais pas osé affronter la vérité, je vivrais peut-être encore dans un beau mensonge aujourd'hui. Et si je n'avais pas eu le courage de lâcher le passé, je n'aurais jamais trouvé ce présent paisible. En fin de compte, j'ai compris quelque chose de très simple, le bonheur ne consiste pas à ne jamais être brisé. Le bonheur, c'est d'avoir le courage de faire confiance, de vivre et d'aimer à nouveau après avoir été brisé, avec un cœur qui connaît la douleur mais ne s'accroche plus au ressentiment. L'histoire de Maya est un long voyage de larmes, de trahison, d'effondrement et de renaissance. D'une épouse vivant dans une foi aveugle, elle a payé le prix en jeunesse, en dignité et en douleur profonde. Mais c'est de cette obscurité qu'elle a appris à se relever, redécouvrant la valeur de la clarté, de l'honneur et du respect de soi. Cette histoire nous rappelle que si l'endurance aveugle peut ressembler à un noble sacrifice, elle ne fait souvent que prolonger la tragédie. Lorsque le respect et l'honnêteté ont disparu, la patience ne fait qu'approfondir les blessures. La plus grande leçon de l'histoire de Maya n'est pas la vengeance ou le ressentiment, mais le courage de faire face à la vérité, de choisir à nouveau et de prendre la responsabilité de sa propre vie. Dans la vie, il faut parfois accepter de perdre pour conserver ce qui est le plus important, sa propre valeur. L'argent peut être regagné. L'amour peut être reconstruit. Mais une fois que le respect de soi est perdu, il est incroyablement difficile à retrouver. Ne vous accrochez pas à une relation toxique par peur d'être seul. Ne vous torturez pas pour plaire aux autres. Maya a trouvé le bonheur non pas parce qu'elle a eu de la chance, mais parce qu'elle le méritait. Elle méritait une vie paisible après tout ce qu'elle avait enduré. Son nouveau bonheur n'est pas venu comme une compensation, mais comme le résultat de sa croissance. Si vous vous trouvez dans une situation comme celle de Maya, rappelez-vous que vous avez le droit de choisir votre propre vie, aussi tard que cela puisse paraître. Parfois, lâcher prise n'est pas une perte, mais le début d'un nouveau vous.